Bon, alors j'ai proposé d'intervenir sur ce sujet, surtout parce que ça s'inscrivait, bon, il y a effectivement des éléments éventuellement innovants, enfin nouveaux, dans la recherche, que ce soit du côté des préhistoriens ou des linguistes, mais aussi parce que elle s'inscrivait, sur ce sujet, une intervention, disons, s'inscrivait dans la lignée de au moins deux autres interventions que j'ai faites récemment au cours de la dernière année sur des questions de linguistique historique, de diachronie du berbère. C'est sûr que ça peut paraître un peu déconnecté de l'actualité, du monde contemporain. J'aurais pu aussi tout à fait vous parler des Berbères de Libye, par exemple, qui était une actualité plus chaude, et je viens avec Massine, qui doit se trouver, qui devrait venir déterminer un article sur le sujet, apparaître très prochainement. Vous verrez que d'une certaine façon, ça n'est pas ce sujet, cette interrogation sur les origines n'est pas aussi déconnecté qu'il n'y paraît si ce n'est de problématiques, en tout cas de questions assez contemporaines. En tout cas, elle recoupe, comme vous le savez, vous vous en doutez tous, des problèmes idéologiques, des problèmes, je dirais, assez chaud disons, du monde contemporain. Ce n'est pas, même si ça nous renvoie à plusieurs millénaires, voire des dizaines de millénaires en arrière, ces questions-là, elles font partie du champ des débats qui sont parfois extrêmement animés et vifs, parce qu'évidemment, elles ont des connexions, des implications, des liens avec les débats idéologiques. La science ne se déploie pas. Même sur des questions très, très techniques, elle ne se déploie jamais dans je dirais, un univers aseptisé, hors du temps et des sociétés. Même les questions les plus... Et je dirais d'ailleurs, j'insisterai assez lourdement, au-delà des données factuelles, des éléments d'information, des débats actuels sur lesquels donc je reviendrai, j'insisterai quand même, comme je l'ai fait au cours des précédentes interventions, sur des aspects, je dirais, plus méthodologique, voire épistémologique. Au fond, pourquoi on dit ça? D'où vient cette thèse? Qu'est-ce qui la motive? Par quel cheminement? Quelle détermination? On s'aperçoit que très souvent, effectivement, y compris dans des secteurs qui peuvent paraître extraordinairement techniques, érudits, comme la linguistique historique, par exemple, et comparée, notamment cette question de parenté linguistique, eh bien, qui est peut-être le cœur le plus érudit de la linguistique, eh bien, même dans ces secteurs-là, en réalité, dès qu'on creuse, on voit qu'il y a beaucoup d'a priori, beaucoup d'idées toutes faites, beaucoup de déterminations idéologiques, et beaucoup d'approximations aussi, finalement, parce que dès que le savant sort du champ d'application de son érudition stricte, au fond, il est comme tout le monde. Il véhicule des tas d'idées toutes faites, on ne sait pas d'où elles viennent, qui sont... et il est important de les interroger. Pourquoi on dit ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui permet? Et là, de ce point de vue-là, j'attire votre attention sur ce genre de sujet, comme sur tous, sur la nécessité impérative je dirais, d'éviter en tout cas d'interroger, de questionner sans ménagement toujours l'argument d'autorité. Les choses ne tombent. Il y a l'autorité, je dirais, scientifique n'est pas un argument de validation. Chaque thèse, chaque énoncé doit être précisément validé, justifié. Ce n'est pas parce que X ou Y a produit ou occupe une position éminente dans le champ académique que ce qu'il dit est nécessairement argumenté, motivé, explicitement, expressément. Mais en tout cas, ce n'est pas une raison pour considérer que ce sont des questions acquises. Pour prendre un exemple qui nous concerne directement, ce n'est pas parce que M. Ibn Khaldoun est un très grand homme, un très grand historien ou sociologue et historien, dont l'importance est reconnue par tout le monde, que ce qu'il écrit n'est pas questionnable, interrogeable et ne doit pas être remis dans son contexte.
ces thèses, non, comme toute thèse, doit être relativisée, contextualisée et soumise à critique. Hein. C'est un petit peu, je crois, le fil conducteur de toutes mes interventions antérieures, et c'est un petit peu ce que je vais essayer de conserver comme approche, y compris donc lorsqu'on parlera des questions très très précises, très techniques. Hein. Alors cette question des origines, alors bon, évidemment, cette question des origines berbères a fait couler beaucoup d'encre depuis très longtemps, hein, je dirais presque depuis l'Antiquité, hein, puisque vous savez déjà que les sources antiques, latines en particulier, puis les sources arabes et aussi des sources hébraïques, puisqu'on a une documentation beaucoup plus précise sur ces questions-là, toutes sortes de thèses ont été évoquées depuis donc au moins Salluste jusqu'à la période contemporaine. Et première observation, cette question des origines berbères, effectivement, comme disait Gabriel Camps il y a très longtemps, il y a plus de 30 ans, il y a peu de régions dont on n'a pas fait venir, on n'a pas essayé de faire venir les Berbères et leur langue. Hein. Au fond, quand on voit un peu toutes ces théories depuis Salluste, ça va des Mèdes, de la Perse, des Cananéens, des Gaulois, des Germains, de ce que vous voulez. On peut rencontrer absolument toutes les thèses dans la littérature, si on est un petit peu large, hein, bien entendu. Et même dans le champ scientifique, disons contemporain, les thèses sont diverses. Hein, et cette diversité, je dirais, en elle-même, hein, cette récurrence, cette permanence et cette diversité des thèses sur l'origine des Berbères est en elle-même, je dirais, déjà doit être interrogée. Hein. Pourquoi est-ce qu'on s'inquiète tant, hein, c'est un peu bizarre, hein, cette question récurrente et permanente. C'est bien de façon, je crois, très évidente, parce que déjà, de manière tout à fait immédiate, il faut se poser la question d'où viennent ces thèses. Ces thèses sont toujours des thèses exogènes. Un problème fondamental, hein, ce sont toujours des thèses exogènes. Ce ne sont pas des thèses qui émanent de la société, de la tradition, de la culture berbère. Ce sont des thèses latines, ce sont des thèses ce que vous voulez, des auteurs latins, des auteurs arabes, des auteurs occidentaux du XIXe siècle, des auteurs, etc. Mais la société berbère elle-même n'a jamais produit de théorie explicite, en tout cas, quant à ces théories. Et quand on a rappelé ça, déjà, ça amène à une certaine... Ça impose une certaine nécessité de distanciation, parce que source exogène, ça veut dire effectivement, si on se cale par rapport à l'histoire de l'Afrique du Nord, évidemment, pour l'essentiel, des sources émanant de personnes qui appartenaient non pas aux sociétés berbères, mais aux sociétés dominantes, hein, aux sociétés conquérantes, hein, latin, grec, ce que vous voudrez, hein, jusqu'aux périodes contemporaines, où toutes ces théories nous viennent en gros de la période coloniale au XIXe siècle, et puis, etc. Hein, c'est-à-dire que cette litanie de thèses sur les origines extrêmement diverses, au fond, on peut déjà se demander si elle n'a pas certains éléments de détermination idéologique et historique extrêmement forts, qui est que les conquérants, les puissances dominantes en Afrique du Nord ont eu besoin de se poser, d'émettre des théories sur les origines, et qu'on en voit précisément depuis l'Antiquité le contenu concret, on s'aperçoit que d'une certaine façon, ça concourt toujours, directement ou indirectement, à une forme de légitimation de la domination étrangère. Au fond, tous ces discours parascientifiques, hein, quand on commencera par eux, aboutissent tous à la même thèse. Les Berbères viennent d'ailleurs,
Et on peut pousser un petit peu plus loin. Les Berbères viennent d'ailleurs, donc comme nous venons d'ailleurs, nous sommes aussi légitimes qu'eux à exercer la domination sur cette région. Hein. Vous voyez c'est particulier. C'est peut-être un peu flou dans les sources les plus anciennes, je pense aux sources latines, mais c'est particulièrement évident pour les sources médiévales arabes. Hein. Vous avez dans la dernière livraison de l'encyclopédie berbère une mise au point d'Yves Modérand remarquable qui suit depuis l'Antiquité ces mythes d'origine. On voit très très bien que ces mythes d'origine ont aussi une fonction de légitimation idéologique, voire parfois strictement politique, comme ça l'a été au Moyen-Âge, dans le Moyen-Âge musulman en Afrique du Nord. Au fond, d'une certaine façon, en affirmant que les Berbères viennent d'ailleurs, sont des Cananéens, des Himyarites, des ceci ou des cela, on légitime en quelque sorte, je dirais, on sape la légitimité qui peut être attachée à l'autochtonie et on légitime sa propre domination d'une certaine façon. Y compris lorsque ces thèses sont formulées par des Berbères proprement eux-mêmes. Comme vous savez, les généalogistes médiévaux étaient en grande majorité des Berbères, et ils ne se sont pas privés de démontrer, de défendre des thèses d'une origine cananéenne ou yéménite des Berbères, etc. Et on voit très bien la fonction idéologique que ça a, immédiate. C'est une légitimation de pouvoir, parce que dans ce monde médiéval d'influence arabo-musulmane, il était évidemment le pouvoir était plus légitime s'il avait un lien avec le Moyen-Orient et le cœur du monde arabe que s'il était local. Donc là, c'est tout à fait explicite, et d'une certaine façon, on peut faire le même type d'approche, d'analyse pour les très nombreuses thèses du XIXe siècle jusqu'aux premières décennies du XXe, quant à une origine européenne. Il est clair que les savants français du XIXe siècle, des premières périodes de la colonisation en Afrique du Nord, ont énormément défendu des thèses quant à l'origine celtique, quant à l'origine hellénique, quant à l'origine germanique des Berbères, etc. Et on voit bien que ça a une fonction, consciente ou inconsciente, d'une certaine façon. Une double fonction même dans ce cas-là. Dans chaque cas demanderait une analyse critique très précise. Une double fonction. Si cette population indigène est d'origine extérieure, elle est donc pas beaucoup plus légitime que nous à exercer puissance coloniale, à exercer sa domination sur cette région. Et deuxièmement, évidemment, en affirmant des attaches européennes aux Berbères, on légitime aussi une colonisation de type européen. Donc je crois que là c'est assez direct, les choses sont assez directes. Et puis, en même temps, il est vrai que cette question a toujours préoccupé, parce que dans le champ de l'opinion, cette question des origines est très directement liée à des questions de légitimité, de légitimation. Au fond, on fonctionne toujours sur cette idée que l'autochtone, l'indigène, aurait des droits particuliers par rapport au territoire, comme si l'histoire du monde n'était pas faite de mouvements incessants et permanents et de brassages permanents. Mais donc, de tous les points de vue, que ce soit d'un point de vue interne berbère, que ce soit des discours actuels berbères, que ce soit des discours externes, on voit bien que ce sont des questions qu'il est très difficile de déconnecter complètement d'enjeux plus ou moins conscients liés à des phénomènes de légitimation. Alors, pour en revenir au terrain plus proprement scientifique des savoirs contemporains, à peu près argumentés, pour sortir des mythes, mais sur lesquels on pourra revenir. Comme vous le savez, certainement, on est, pour ce qui concerne le peuplement de l'Afrique du Nord et l'origine de la langue, dans
deux thèses principales qui coexistent depuis pratiquement le début du XXe siècle. Même par certains spécialistes avaient émis ces thèses dès le milieu du XIXe en réalité, mais enfin disons que ce sont des théories un peu argumentées depuis la première décennie du XXe siècle, et puis avec chacune d'entre elles a une histoire propre, développement particulier. En gros, s'affrontent deux thèses permanentes depuis au moins les années 20. C'est celle d'une origine et du peuplement et de la langue moyen-orientale, proche ou moyen-orientale, et l'autre, on a souvent l'impression qu'elle est plus récente parce qu'elle a connu des développements très importants récemment, depuis Grünberg en particulier, dans le cadre de la théorie de l'afro-asiatique, si vous voulez. C'est l'origine africaine, l'origine est-africaine en particulier, de cette famille de langues et éventuellement des peuplements. Ce sont les deux grandes thèses disons, dans le champ scientifique que l'on rencontre et qui sont défendues avec autant de vigueur d'un côté que de l'autre. Alors, la thèse d'une origine proche ou moyen-orientale, si vous voulez, est surtout défendue, elle a longtemps été défendue dans le milieu des linguistes de façon quasi exclusive par les sémitisants. Il est certain que les sémitisants, même les plus savants, y compris actuels, contemporains, ont quelques difficultés à admettre que, au fond, le centre du monde, le centre de la culture, le centre de cette grande famille linguistique camito-sémitique ou afro-asiatique ne soit pas situé quelque part au Proche ou Moyen-Orient. Avec cette idée permanente, si vous voulez, que vous retrouvez chez de très nombreux sémitisants, Gardini et autres, qu'au fond, les langues dites camito-sémitiques ou afro-asiatiques de l'Afrique procéderaient toutes d'une sémitisation progressive de territoires africains. Une forme probablement proto-sémitique, donc très très ancienne, se serait diffusée à partir du Proche ou Moyen-Orient vers l'Afrique de l'Est, vers l'Égypte et vers l'Afrique du Nord. C'est une idée très fortement développée chez les sémitisants, je pense en particulier de l'école italienne autour de Garbini, mais aussi des gens plus indépendants dans le champ berbère, des noms que vous connaissez certainement pour les berbérisants. Je pense à quelqu'un comme Werner Wissich, grand savant, grand érudit, égyptologue, berbérisant, etc., décédé il y a quelques années. Qui allait jusqu'à défendre l'idée, au fond, le berbère comme thèse que nous parlons du berbère, mais la langue berbère, mais la thèse a dans l'esprit de la plupart de ces sémitisants une validité générale. Le berbère résulterait quasiment, serait une langue mixte en quelque sorte, résultant de la projection d'un proto-sémitique venu du Moyen-Orient ou du Proche-Orient, sur l'Afrique du Nord, et allant jusqu'à défendre l'idée que le berbère serait une espèce de langue mixte dont la grammaire serait proto-sémitique, et ce qui expliquerait des ressemblances extrêmement fortes dans le système grammatical avec le sémitique, et le vocabulaire appartiendrait à un substrat antérieur, un substrat alors les mots ont parfois, les terminologies ont parfois sont bien pratiques, qu'on appelle entre guillemets méditerranéens. Mais voilà, ça c'est une idée parmi les berbérisants. Wissich est l'un de ceux qui a le plus développé cette thèse, mais elle est générale, sous des formes un peu particulières dans l'école de Garbini, le grand sémitisant italien, des collègues comme Olivier Durand, etc., développe une thèse assez proche, mais où on
n'aurait pas eu projection brutale et rapide d'un proto-sémitique sur l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Est, mais une irradiation progressive qui permettrait d'expliquer certains phénomènes spécifiquement linguistiques. Enfin, on peut dire qu'en gros, les sémitisants des Bourgeois considèrent comme acquis que le berceau initial de la famille linguistique camito-sémitique, vous savez que d'ailleurs le changement de terminologie qui est opéré entre camito-sémitique et afro-asiatique correspond aussi fondamentalement à ce changement de théorie sous-jacente quant à l'origine, quant au berceau initial. Donc, la plupart des sémitisants, s'il faut regarder de très très près, il peut y avoir des gens plus prudents. Je pense à notre ami Zaborski, par exemple, sur les questions de localisation initiale, voire de genèse, parce que là, l'idée de fond qu'on retrouve dominante chez les sémitisants, c'est qu'au fond, le versant africain du camito-sémitique serait issu d'une projection, date très ancienne, d'un proto-sémitique. Au fond, si on analyse et là, faire un petit peu de réflexion méthodologique et épistémologique, si on analyse cette thèse, on peut la résumer à ceci: on projette pour des temps préhistoriques très anciens, on projette des phénomènes historiquement attestés. C'est-à-dire qu'il est vrai qu'à période historique ou proto-historique parfaitement documentée, on a une tendance générale d'une projection du sémitique vers l'Afrique. C'est vrai avec l'expansion phénicienne, c'est vrai avec l'expansion arabe, c'est vrai avec l'expansion antérieure du sud-arabique, puisque les langues sémitiques d'Éthiopie, la couche sémitique des langues d'Éthiopie, est issue d'une projection à partir de la péninsule arabique, de langues sémitiques anciennes, qui nous donne les langues sémitiques actuelles d'Éthiopie. Donc on a, c'est vrai, si on remonte en gros depuis la fin du deuxième millénaire, l'histoire connue de cet grand espace linguistique, c'est quand même effectivement une projection assez régulière depuis l'expansion phénicienne du sémitique vers l'Afrique. Et au fond, cette idée d'une genèse par un stade beaucoup plus ancien du camito-sémitique par projection d'un proto-sémitique sur l'Afrique est une projection en quelque sorte, est une extrapolation pour des périodes beaucoup plus anciennes de ce phénomène historiquement connu. Vous voyez que des arguments positifs, on y reviendra, des arguments positifs étayant cette hypothèse d'une projection, d'une expansion ancienne vers l'Afrique, en dehors donc des phénomènes historiquement connus, elles n'existent pas, elles sont très problématiques. C'est pour ça que je dis, je crois que c'est d'abord fondamentalement une espèce de projection qui est fondée à la fois sur cette expérience historique particulière. On sait que dans les 3 derniers millénaires, c'est ce qui s'est passé, mais rien ne nous indique que dans les 10 millénaires antérieurs ou les 15 millénaires antérieurs, c'est été les mêmes phénomènes. Et deuxièmement, je crois quand même qu'il y a derrière cette idée de l'importance et du dynamisme civilisationnel et culturel du monde sémitique, ne serait-ce qu'à travers l'émergence des religions monothéistes qui leur donnent, avec aussi une idée sous-jacente sur laquelle on reviendra, qui est très importante, c'est là où se fait le croisement avec la préhistoire, c'est que on admet, et on a longtemps admis de façon un petit peu simpliste, que la néolithisation se serait d'abord produite au Moyen-Orient. La néolithisation, c'est-à-dire le passage, au fond, à une économie de production, avec l'émergence de l'agriculture, de l'élevage, de la poterie et tout ce qui va avec. Antérieurement, dans les périodes qu'on qualifie de paléolithiques, donc
les hommes, jusque-là, ne vivaient que de prédation, de chasse, de pêche, de cueillette, etc. Mais ne savaient pas produire. Ce n'est qu'avec qu'avec cette période dite néolithique que les hommes inventent au fond des moyens, découvrent des moyens de production. Et l'idée sous-jacente, c'est que effectivement, si la néolithisation, c'est-à-dire l'invention de cette nouvelle économie, de ce nouveau mode qui change, qui est une véritable révolution. Vous comprenez bien que tant que les hommes ne vivaient que de prédation, la survie était quelque chose d'extrêmement problématique et que la démographie humaine était extrêmement faible. À partir du moment où les hommes ont su produire leur nourriture, leurs moyens de subsistance, la démographie va augmenter et des possibilités, je dirais, d'expansion vont aussi devenir. On a un déséquilibre, au fond, on a un déséquilibre économique qui rappelle un petit peu les périodes actuelles, où des populations qui savent produire leur subsistance ont je dirais, une force de frappe, une capacité de s'imposer aux autres qui est évidemment beaucoup plus forte. L'idée sous-jacente, c'est que la néolithisation aurait été le facteur de cette expansion. C'est ce qui aurait permis aux proto-sémites, je dirais, de diffuser leur langue, parce que la démographie augmentant, on aurait eu les moyens, ces sociétés auraient eu la nécessité et les moyens d'une expansion sur d'autres régions où la néolithisation n'était pas encore acquise. C'est une des thèses sous-jacentes qui n'est pas toujours explicitée par les linguistes, mais qui est très présente chez les préhistoriens, bien entendu. Cette idée que les expansions humaines sont liées à des révolutions technologiques, économiques, qui permettent d'un seul coup à un groupe humain d'acquérir un pouvoir d'expansion. C'est ce qui s'est passé pour les Indo-Européens, très probablement avec la domestication du cheval, qui donne une possibilité d'expansion fantastique. Exactement comme la puissance économique des États-Unis lui a permis d'imposer son modèle à l'échelle du monde, tout simplement. Bon, c'est pas les mêmes techniques, mais c'est le même principe général. Il y a un déséquilibre au niveau des bases économiques des sociétés et des possibilités d'expansion démographique, etc., qui va induire une position prééminente. Mais vous voyez tout ce que ça implique de présupposer. Ça implique que, la néolithisation se soit faite d'abord au Moyen-Orient, ça implique qu'il n'y ait pas eu de néolithisation en Afrique. Et on verra tout à l'heure que c'est pas du tout acquis, que c'était des idées qui circulaient encore jusqu'aux années 80 abondamment. Actuellement, on est beaucoup plus prudent sur ces phénomènes. Donc l'autre thèse alternative, qui a connu un très grand développement depuis les travaux dans les années 50 et 60 d'un grand linguiste américain qui s'appelle Joseph Greenberg. Et c'est avec lui que s'est imposée une autre dénomination, celle d'afro-asiatique. Afro-asiatique sur le modèle de indo-européen, c'est-à-dire une famille de langues qui va de l'Afrique à l'Asie, c'est-à-dire au Proche et Moyen-Orient. Et là, en général, dans ces milieux afro-asiatisants, la thèse retenue est clairement celle d'une origine africaine, en général est-africaine, ou centre-est africaine, Soudan, Éthiopie, Corne de l'Afrique, etc. Et que ce serait à partir de ce noyau-là, c'est là qu'aurait été situé le berceau de la famille de langues afro-asiatiques, et qu'à partir de là, elle aurait diffusé vers le Moyen-Orient, vers l'Afrique du Nord, etc. Alors cette thèse, qui est une thèse qui, si vous voulez, dans l'espace scientifique concerné, occupe une position dominante au niveau international actuellement. Les camito-sémitisants, les afro-asiatisants allemands, américains, russes, je pense à quelqu'un comme Diakonov, ils sont tout à fait sur cette ligne.
le grand afro-asiatisant décédé maintenant, Diakonov, défendait tout à fait l'hypothèse d'une origine africaine aussi. Hein. L'idée étant, alors quels arguments est-ce qu'on a pour défendre cette idée d'une origine plutôt centre-est africain, hein, quelque part avec des localisations qui peuvent varier selon les auteurs, selon les thèses. C'est d'abord un argument purement géographique. Cette grande famille linguistique comporte au minimum 5 branches, peut-être 6 branches, hein, peut-être d'autres encore, hein, le berbère, l'égyptien ancien, le sémitique, le couchitique et le tchadique, langue dont le principal représentant connu parmi les langues contemporaines est le Hausa. Hein. Au moins, et certains spécialistes parlent d'une 6e branche qui est elle aussi africaine, l'omotique. Bon, enfin, ça c'est plus délicat. Donc, sur ces 5 branches de cette macro-famille linguistique, afro-asiatique, eh bien, 4 sont africaines. Hein. 4 sont africaines et une seule est non africaine, hein, et, asiatique, hein, au sens très large du terme. Et donc, cet argument-là, on y a vu l'idée que le centre de gravité de cette famille linguistique serait plutôt en Afrique qu'au Moyen-Orient. Hein. Disons que l'idée est qu'on peut expliquer plus facilement la présence du sémitique au Proche et Moyen-Orient comme une expansion d'un noyau africain que l'inverse. Hein. Bon, mais enfin, c'est un argument qui est souvent avancé. Ça ne me paraît pas extrêmement convaincant. L'autre argument, alors qui va du côté de la préhistoire, on le trouve surtout chez les préhistoriens, mais les linguistes y font souvent allusion, c'est qu'effectivement l'Afrique de l'Est a aussi été un pôle de néolithisation. Hein, c'est-à-dire que la révolution néolithique, en particulier l'élevage, est apparue aussi à date très haute. Hein, c'est des choses qui situent les premières traces de néolithisation de cette révolution économique, si vous voulez, des sociétés préhistoriques. Bon, les plus anciennes formes se situent vers moins 10 000, hein, plus ou moins un millénaire, ça varie un peu. On a des formes disons des traces de néolithisation très anciennes en Afrique de l'Est. Et donc, ces deux arguments, l'argument géographique, c'est-à-dire que le gros morceau de l'afro-asiatique se situe plutôt en Afrique et donc il serait plus facile d'expliquer le sémitique comme une expansion, comme un pseudopode particulier de genre que l'inverse, et donc une néolithisation aussi très ancienne. Mais vous voyez là aussi qu'on c'est très amusant d'ailleurs, parce que ce soit les préhistoriens, que ce soit les linguistes, dès qu'on sort du strict domaine de nos compétences techniques, si vous voulez, au fond, nos arguments et nos thèses, on s'aperçoit qu'elles reposent sur des choses assez fragiles, qui sont plus des convictions, parce que l'argument qui consiste à dire il y a 5 pôles, il y a 5 branches de la famille afro-asiatique, il y en a une qui est au Proche et au Moyen-Orient, toutes les autres sont en Afrique. Oui, bon, est-ce que c'est un argument bien solide? Après tout, quand on voit, par exemple, les capacités d'expansion des langues et des phénomènes culturels, parfois parfaitement bien documentés, rien n'exclut qu'à partir d'un point relativement petit, les choses aillent très très loin et occupent regardez l'expansion de l'anglais dans le monde contemporain depuis la conquête des Amériques. Après tout, l'anglais était une très très petite chose qui occupait les îles britanniques et qui se retrouve, je ne parle même pas de sa fonction de langue véhiculaire internationale, mais simplement comme langue parlée vraiment par des gens, comme langue maternelle, comme langue vernaculaire, l'Amérique du Nord, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Donc je trouve ce type d'argument un petit peu fragile, et qui montre bien que dès qu'on sort un peu
des questions vraiment de reconstruction de linguistique historique, etc., ou pour les préhistoriens d'archéologie préhistorique, au fond, les thèses s'appuient sur des choses assez fragiles, qui sont plus des convictions, comme ça, que des arguments extrêmement forts. Alors, voilà un petit peu le canevas général de la situation, mais déjà vous remarquez que globalement, si on replace le berbère dans cette alternative, de toute façon, pour tout le monde, le berbère et les berbères viennent d'ailleurs. On ne sait pas pourquoi, mais c'est une espèce de postulat. Là aussi, on y reviendra. Alors, voilà un peu le cadre général. Alors, avant d'aller discuter plus précisément, je crois qu'il est absolument indispensable de rappeler, de faire un certain nombre de mises au point méthodologiques, mais plus fondamentales aussi que de simples méthodes. D'abord, comme je vous l'ai dit, on peut quand même suspecter beaucoup de déterminations conscientes ou inconscientes à caractère idéologique dans ces thèses. Au fond, ça peut être bénin. Par exemple, on peut tout à fait suspecter les théoriciens de l'afro-asiatique, au fond, là aussi, de projeter, d'être dans une logique de projection de phénomènes sur des périodes inopportunes en quelque sorte. Au fond, on sait bien que l'Afrique de l'Est est probablement le berceau de l'humanité et probablement d'Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire de l'être humain que nous sommes, des formes les plus récentes de l'humanité. À partir de là, au fond, on peut se demander si cette hypothèse est africaine et ne repose pas sur cette conviction que tout s'est passé là, quelque part, même des phénomènes beaucoup plus récents en réalité. Vous voyez, un petit peu comme tout à l'heure pour les sémitisants, l'idée que le Moyen-Orient étant à la source de beaucoup des éléments de civilisation sur lesquels nous vivons encore, tout se serait passé là. Mais on n'approfondira pas cette question, on y reviendra éventuellement. Mais essayons de développer un petit peu une approche de critique scientifique précise de ces thèses d'abord. D'abord, ces questions d'origine, il est tout à fait important d'avoir bien à l'esprit leur caractère parfaitement relatif. Et la nécessité d'une prudence extrême. Pourquoi? Parce que au fond, on peut aller jusqu'à dire qu'est-ce que ça signifie, l'origine des berbères, l'origine d'un groupe humain culturellement déterminé, qu'est-ce que ça peut bien signifier? Surtout dans le cas de l'Afrique du Nord, dont on sait que c'est un lieu de passage permanent depuis des millénaires. Et de toute façon, c'est une notion, même si on admettait une certaine stabilité, une certaine continuité humaine, etc., de toute façon, ces notions doivent être manipulées dans un esprit de parfaite relativité. L'origine, il y a toujours quelque chose avant. Même si on identifie, par exemple, un berceau, si on se met d'accord sur un berceau primitif des langues afro-asiatiques ou indo-européennes, etc., et avant. Ce sont des identifications qui nous ramènent à moins 10 000, moins 15 000, moins 20 000 ans maximum. Or, l'homme existait bien avant. Homo sapiens nous ramène à plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers d'années avant. Le langage humain, pour se limiter à l'aspect linguistique, existe aussi très probablement dès Homo sapiens sapiens, donc ça nous ramène à des périodes très anciennes. Donc même si on arrive à dire, à constituer par exemple une famille indo-européenne, à localiser un berceau primitif, de toute façon il y a une histoire avant. Cette notion d'origine est par définition relative.
Et d'une certaine façon, si on pousse les choses jusqu'à leur extrême, bon, si on adhère à la thèse de la monogénèse de l'espèce humaine, bon, l'origine, de toute façon, elle est la même pour tous. Donc, il faut bien voir que ce que nous pouvons reconstruire, ou les hypothèses de ce type qu'on peut développer, que ce soit sur le plan de la préhistoire, donc sur le plan du peuplement, que ce soit sur le plan de la langue, sont de toute façon, concernent des espaces de temps relativement limités, et il y a toujours un avant. Hein, ce ne sont pas des absolus, hein, ce ne sont pas des origines absolues, ce sont des origines relatives. Hein. C'est quand même une donnée fondamentale. Donc ça nécessite vraiment toujours une très grande prudence, une très grande relativité. Deuxième aspect fondamental aussi, c'est la question, alors on le sait, mais il faut absolument le répéter parce que même dans le champ scientifique, le glissement est très facilement fait. La question des origines du peuplement et la question des origines des langues sont deux choses radicalement différentes et qui peuvent être totalement dissociées. Le peuplement humain, c'est un phénomène d'anthropologie biologique, c'est un phénomène, si vous voulez, d'anthropologie génétique, etc. La langue est un fait de culture qui s'emprunte, qui voyage, et on peut parler la même langue ou des langues apparentées en ayant, je dirais, des héritages génétiques complètement différents, et inversement. On peut avoir, je dirais, un même soubassement en termes de peuplement pour l'essentiel identique et parler des langues complètement différentes et éventuellement sans le moindre lien de parenté. Vous avez des exemples innombrables. Je veux dire que déjà, la question, j'aurais pu commencer par là, la question des origines suppose sur un plan théorique une séparation claire de la question de l'origine du peuplement et de la question de l'origine et de la parenté de la langue. Elles peuvent coïncider, comme elles peuvent être parfaitement disjointes. Quelques exemples basiques et classiques. En Europe, prenez la Scandinavie, vous avez des langues germaniques, et bon, je doute que quiconque d'entre vous soit capable de distinguer un finlandais d'un suédois sur le plan physique, et qu'on puisse faire une distinction même en termes de génétique moléculaire ou des choses de ce genre extrêmement pointues entre un finlandais et un suédois. Les uns parlent une langue germanique, appartiennent à la famille de langues indo-européennes, les autres parlent le finnois, qui est une langue finno-ugrienne, qui n'a strictement rien à voir avec l'indo-européen. Vous pouvez multiplier. Ça, c'est dans un sens où un même peuplement, en tout cas d'apparence anthropologique très proche, quasiment indifférenciable, correspond à des langues qui n'ont rien de commun. Vous pouvez avoir l'inverse. Les exemples, vous pouvez les multiplier. Après tout, vous pouvez les multiplier dans l'autre sens aussi. Les langues de l'Inde, du Nord et du Centre sont des langues indo-européennes. Il n'y a pas grand-chose de commun, certainement en termes de patrimoine génétique, entre les habitants de l'Inde et les habitants de la Scandinavie. Et pourtant, leurs langues sont apparentées. Prenons des cas qui sont plus proches de nos problématiques, l'arabe. Parmi les populations qui parlent arabe, les Soudanais sont plus proches des négro-africains, pour la plupart d'entre eux. On sait très bien que nos arabophones maghrébins sont pour une très grande part d'entre eux, très majoritaires d'anciens berbères. Pourtant, donc la déconnexion, on pourrait multiplier les exemples, donc jamais perdre de vue, jamais oublier cet aspect qu'il peut y avoir parfaitement une dissociation, qu'il n'y a pas homogénéité, ce sont deux problématiques différentes. Comment se constituer un peuplement
et comment, au fond, quelles sont éventuellement les filiations en termes de peuplement. Et après tout, d'autres exemples encore plus proches, le patrimoine génétique des Antillais est probablement à 70% africain. Hein. Ils sont francophones, créolophones, francophones, etc. Hein. Bon, je veux dire, la langue, vraiment, il faut vraiment avoir à l'esprit ça parce que, au fond, dans l'histoire du monde, des diffusions de langues, des adoptions, des assimilations linguistiques sont innombrables dans tous les sens. Hein. On peut douter que le patrimoine génétique de la France ait été radicalement modifié par la conquête romaine. Il y a sans doute une influence, non, mais probablement très minime. Pourtant, le peuplement a adopté le latin, qui nous donne le français. Hein. Donc cette question est absolument fondamentale. Hein. On ne peut pas inférer de façon mécanique d'une origine de la formation d'un peuplement à l'origine de la langue. Hein. Ça peut correspondre, ça peut y avoir homogénéité comme il peut y avoir disjonction totale. Hein. C'est vrai, ce qui est vrai d'ailleurs de la langue est vrai de la culture. Hein. Après tout, la culture au sens large du terme. Hein. Après tout, si on considère la langue comme un fait de culture, hein, tout circule. Hein. Les religions, après tout, les peuples de langue indo-européenne ont adopté des religions d'origine sémitique. Et ainsi de suite. Hein. Et vous avez des peuples de langue indo-européenne qui ont adopté l'islam, qui ont adopté le christianisme, qui est une religion née dans le monde sémitique, hein, etc. Bon, donc c'est un petit peu les mêmes types il faut avoir à l'esprit cette capacité de diffusion des faits culturels, et notamment de la langue, pour ramener un petit peu les choses, relativiser un petit peu ce que nous savons. Hein. Au fond, même si on arrivait à établir clairement l'origine d'un peuplement, hein, un mouvement de population, ça n'implique pas nécessairement qu'il y ait en parallèle, hein, qu'on puisse en inférer des choses identiques pour la langue. Hein. Ce sont deux démonstrations, deux phénomènes à étudier de manière distincte et avec leurs outils propres. Alors, maintenant, au-delà des thèses comme ça, affirmées par les uns et par les autres, que sait-on vraiment? Alors on va faire une toute petite synthèse, une toute petite mise au point sur... je ne suis pas un spécialiste, enfin je côtoie beaucoup ce monde-là. Donc que sait-on de l'origine du peuplement de l'Afrique du Nord, hein? Donc on va faire un tout petit excursus du côté de la préhistoire avant de revenir au cœur de notre problème, hein, en tout cas de nos compétences, les questions de langue. Alors pour être très simple, en fait si on regarde du côté des préhistoriens, des données à peu près acquises, en dehors des convictions d'auteur que j'évoquais tout à l'heure, aucune des deux thèses, c'est-à-dire d'une origine d'un peuplement qui serait venu du Proche ou Moyen-Orient ou de l'Afrique de l'Est, n'est étayée par des arguments établis. Hein. On est vraiment au niveau de thèses qu'on peut considérer comme vraiment gratuites. Pendant longtemps, donc, on a, du côté des préhistoriens, et c'était en particulier la position de Gabriel Camps pendant très longtemps, spécialiste donc de la préhistoire de l'Afrique du Nord, on a pensé avoir des indices objectifs, clairs, d'une origine extérieure du peuplement berbère, et probablement l'a même été, moi-même j'ai écrit ce genre de choses il y a une trentaine d'années, on est allé jusqu'à penser qu'on touchait du doigt peut-être une origine extérieure du peuplement et
probablement que ce peuplement a pu être porteur de cette proto-langue venue du Proche ou Moyen-Orient. Alors, quelle était cette thèse? C'est la thèse qu'on appelait la thèse capsienne. Si on remonte vers, si on fait un bond en arrière de 10 000 ans à peu près, donc vers moins 8000, en Afrique du Nord, on a 2 peuplements. Là, ce sont des données de paléontologie humaine, d'anthropologie préhistorique, si vous voulez, qui étudie les restes humains, et puis, bon, on fait des statistiques, et on tire. Je prends, je ne fais que vous exposer, vous synthétiser les données à peu près acquises. Vers moins 8000, en Afrique du Nord, on a 2 types de peuplements. Un peuplement, disons, qui correspond à la bande méditerranéenne, qui couvre, j'avais 2 cartes à projeter, mais c'est pas très grave, les choses sont assez simples, qui va de la Tunisie jusqu'au Maroc, bien attesté, qu'on appelle, qui correspond à une civilisation, les préhistoriens appellent civilisation en fait un ensemble de pratiques correspondant à des restes matériels, c'est-à-dire des armes, des outils divers, des objets divers, etc. On a donc un premier peuplement qui semble bien homogène, qui a des caractéristiques physiques bien précises, et qui semble ancien, j'y reviendrai, dans toute la bande thélienne, méditerranéenne, si vous voulez, de l'Afrique du Nord, de la Tunisie au Maroc, sans discontinuité, et qui correspond à une civilisation que les préhistoriens appellent ibéro-maurusienne. C'est un vieux terme, bon, comme toute cette terminologie, elle a des cheminements parfois très bizarres, mais enfin, disons, on a donc une civilisation ibéro-maurusienne qui couvre la partie thélienne de l'Afrique du Nord et qui semble en place depuis très longtemps, qui n'est pas sans lien avec des peuplements du nord de la Méditerranée, type Cro-Magnon. Et puis on a au sud, dans les régions continentales, dans les régions steppiques, dans les régions de haute plaine, pré-sahariennes, un autre peuplement qui présente des caractères physiques assez différents et qui correspond à une autre civilisation, en termes de restes matériels, bien entendu, armes, etc. Type éventuellement d'alimentation, etc. C'est tout cet ensemble de pratiques que les préhistoriens appellent culture ou civilisation. C'est pas grand-chose, puisqu'il nous reste tout ce qui est de l'ordre de la culture immatérielle ne nous est pas parvenu. Donc les préhistoriens ne s'appuient que sur des restes matériels. Eh bien, ou des rites funéraires aussi. C'est un aspect qui peut être important. Eh bien, ce second groupe humain, qui a aussi des caractéristiques physiques assez marquées, et qui correspond à une autre civilisation, une autre culture qu'on appelle capsienne, du nom de Capsa, à la période latine. Donc on aurait une bande méditerranéenne dite ibéro-maurusienne et une bande plus, je dirais, continentale, capsienne, avec donc une différence, retenons bien, une différenciation morphologique de types humains et une différenciation culturelle, du moins à partir de ce qui nous reste. Et chose tout à fait importante, cette civilisation capsienne et l'homme qui en est porteur, en tout cas l'homme qui en est porteur, sur un plan anthropologique, sur un plan donc physique, est un méditerranéen, est un proto-méditerranéen. Alors que la population qui est au nord est d'un type assez différent. Proto-méditerranéen qui ressemble beaucoup, sur le plan physique là aussi, à des peuplements qu'on va trouver sur l'ensemble de la périphérie méditerranéenne, au nord comme au Proche et Moyen-Orient.
Et l'idée qui est émise à partir de ce moment-là, c'est qu'au fond, et on constate, donc on a deux blocs assez nettement différenciés avec une répartition géographique, et l'histoire connue du peuplement, connue par l'archéologie préhistorique, connue du peuplement de l'Afrique du Nord, c'est une lente expansion de ce type humain proto-méditerranéen, donc de culture caspienne, au détriment de l'ibéro-maurusien. C'est-à-dire que progressivement, ce peuplement semble conquérir l'ensemble de l'Afrique du Nord, à tel point que, au fond, le type humain ibéro-maurusien disparaît complètement. Actuellement, d'ailleurs, en anthropologie physique de l'Afrique du Nord, bon, les traces de l'ibéro-maurusien existent encore, mais ça représente dans les statistiques des études, à partir des études qui ont été faites, extrêmement faibles, de l'ordre de 2-3%. Hein. C'est-à-dire qu'un type humain aurait disparu au profit d'un autre. Un des deux types humains attestés vers moins 8000 aurait disparu au profit d'un autre. Voilà un petit peu le schéma de la situation il y a 10 000 ans en Afrique du Nord. Alors, immédiatement, l'idée a germé dans pas mal d'esprits, c'est que ces proto-méditerranéens ont pu être les porteurs du proto-berbère, de la forme la plus ancienne de berbère, et comme ce sont sur le plan physique des Méditerranéens et qu'on trouve le même type physique ailleurs autour de la Méditerranée et en particulier au Moyen-Orient, proche et Moyen-Orient, vous voyez tout de suite la conclusion la thèse qu'on en a tirée. Probablement, ces proto-méditerranéens capsiens qu'on voit apparaître dans les zones continentales de l'Afrique du Nord vers moins 8000, à partir de moins 8000, seraient venus du Proche au Moyen-Orient et auraient progressivement, je dirais, submergé un peuplement antérieur, le correspondant à la culture ibéro-maurusienne. Et avec comme argument supplémentaire que finalement ces proto-méditerranéens auraient sans doute pu avoir cette capacité d'expansion parce que, au fond, parce qu'il se trouve que les proto-méditerranéens du Proche et Moyen-Orient sont parmi ceux qui ont connu le plus précocement le processus de néolithisation. Donc vous voyez, l'idée, ce serait que ces gens seraient venus du Proche au Moyen-Orient, auraient eu une capacité d'expansion parce qu'ils auraient déjà, puisque le néolithique apparaît peut-être même vers moins 12 000 au Moyen-Orient, une culture qu'on appelle le Latoufien, et ayant cette supériorité technologique et économique, auraient progressivement, je dirais, submergé un peuplement antérieur. Et évidemment, de là, on fait le saut vers la langue, et on a formulé l'idée, Camps, moi-même, il y a pas mal d'années, que finalement ces gens auraient été porteurs du proto-berbère, et donc c'est qui allait dans le sens d'une origine, au fond, proche ou moyen-orientale de la langue. Et donc d'un berceau primitif, d'un noyau comme primitif, proche ou moyen-oriental de cet ensemble. Ça cadrait assez bien. Ça cadrait assez bien. Le seul problème, c'est que les travaux ultérieurs ne confirment pas du tout cette hypothèse. D'une part, et là c'est une donnée absolument radicale, ces Capsiens, cette civilisation, ce peuplement proto-méditerranéen de l'Afrique du Nord, lorsqu'il apparaît aux datations les plus anciennes, vers moins 8000, n'est absolument pas, est encore à un stade de développement
n'a pas atteint le stade néolithique, c'est-à-dire que la néolithisation des Capsiens se fait en Afrique du Nord. Ils ne sont pas porteurs d'une civilisation néolithique. C'est-à-dire que les plus anciennes formes de la civilisation capsienne sont des civilisations paléolithiques, antérieures au néolithique. Ils ne connaissent pas l'agriculture, ils ne connaissent pas l'élevage. Et c'est progressivement, à partir de moins 6000, moins 7000, moins 5000, etc., qu'effectivement, la néolithisation va se généraliser en Afrique du Nord. Donc on ne peut absolument pas actuellement l'idée qu'un peuplement proto-méditerranéen ayant déjà atteint le stade néolithique, donc connaissant l'agriculture et l'élevage, serait arrivé du Proche et Moyen-Orient et cette néolithisation lui aurait donné un avantage pour s'étendre, s'imposer à l'ensemble de l'Afrique du Nord, est complètement caduque. Ces gens, lorsqu'ils apparaissent en Afrique du Nord, n'ont pas atteint le stade néolithique. C'est-à-dire qu'ils n'ont en aucune façon, ce serait la néolithisation qui leur aurait permis, en tout cas, cette expansion, d'une part. Deuxièmement, l'autre aspect qui est extrêmement problématique, donc on ne peut pas faire ce lien entre expansion et néolithisation. Il n'existe pas, je veux dire, que la néolithisation se fait en Afrique du Nord et au Sahara, à des dates d'ailleurs plus anciennes d'ailleurs que chez les Capsiens. Ça n'est donc pas le moteur de cette expansion. On a deuxième élément aussi qui fragilise terriblement et qui réduit à pas grand-chose cette thèse dite capsienne, c'est que on n'a pas de traces de continuité d'une migration à partir du Proche ou Moyen-Orient. Pas plus d'ailleurs qu'on en a avec l'Afrique de l'Est. Et c'est là où on voit que même chez les préhistoriens, beaucoup d'entre vous ont pu lire par exemple le beau travail bien illustré de Malika Hachid sur les premiers Berbères. Même chez les préhistoriens, il arrive très vite un moment où, au fond, on passe de la démonstration à l'affirmation. Donc, que ce soit pour la thèse proche ou moyen-orientale ou pour la thèse est-africaine, au fond, on n'a pas de jalon archéologique qui permettrait de dire qu'il y a un mouvement de population qui s'est produit soit à partir de l'Afrique de l'Est, soit à partir du Proche et Moyen-Orient. S'il y a eu une migration, on doit trouver des traces. Or, on n'en a pas. Ces proto-méditerranéens capsiens apparaissent là vers moins 8000 sans qu'on puisse établir de lien précis ni avec l'Afrique de l'Est, ni avec le Proche et Moyen-Orient, ni avec l'Europe, parce que la thèse d'une origine européenne existe aussi pour les Capsiens. Parce qu'au fond, à partir du moment où on a des proto-méditerranéens en Italie, en Sicile, etc., aux mêmes dates, la thèse a été évoquée que ces gens étaient venus du Nord. Mais vous voyez que finalement, derrière des aspects extrêmement très érudits, se cachent très souvent des affirmations, et dès que le progrès des données ou la réflexion sur les affirmations elles-mêmes avance un peu, on s'aperçoit que ce sont des affirmations un peu gratuites. En tout cas, rien n'établit au niveau de la continuité archéologique qu'il y ait une migration humaine. Bon, si ces proto-méditerranéens sont venus d'est en ouest, soit est-ouest proprement dit, soit sud-est, Afrique de l'Est vers l'Afrique du Nord, on doit trouver des traces archéologiques, des traces en matière d'archéologie préhistorique, matérielle, soit en termes de fossiles humains, etc. Or, on n'a pas ce mouvement. Un autre argument qui avait été avancé fortement pour cette idée qu'au fond les Capsiens méditerranéens avaient, on voit que la thèse de la maîtrise néolithique s'est effondrée, on voit qu'il n'y a pas de continuité archéologique avec les points potentiels d'origine supposés de ces Capsiens. Et l'autre aspect qui s'est effondré il n'y a pas très longtemps, c'est l'art.
On a longtemps écrit, en particulier dans tous les grands travaux de référence de Gabriel Camps sur la préhistoire de l'Afrique du Nord, que les Ibéro-Maurusiens, le peuplement le plus ancien identifiable à ces périodes-là en tout cas, ne connaissaient pas l'art. Et que, par contre, on a trouvé dans les restes capsiens de nombreuses traces d'art, que ce soit des coquilles d'autruches décorées, que ce soit des pendeloques, des bijoux, etc., toutes sortes de formes d'art, y compris d'art décoratif, si vous voulez, et on a été très vite, comme vous savez qu'on a un patrimoine d'art préhistorique tout à fait considérable dans toute l'Afrique du Nord, on a été très vite dans le sens d'attribuer aux Capsiens, au fond, cet art préhistorique, que ce soit les gravures ou les peintures, en particulier de l'Atlas saharien et du Sahara central. Et au fond, ces gens, l'idée sous-jacente, vous voyez, ces gens seraient venus du Moyen-Orient, auraient eu déjà la maîtrise du néolithique, et auraient eu la maîtrise de l'art, et c'est ce qui expliquerait donc un niveau de développement technique, culturel, économique beaucoup plus avancé qu'il en est. Or, on a vu que les autres éléments se sont effondrés au cours des 20-30 dernières années, n'ont pas été confirmés en tout cas, mais pour l'art, il en est de même. Les travaux récents, les découvertes récentes, en particulier de notre collègue et ami Slimane Hachi sur l'Ibéro-Maurusien, dont les grands travaux ont porté sur des sites ibéro-maurusiens, donc en particulier en Kabylie, mais on a d'autres traces ailleurs maintenant. On avait eu l'occasion de le faire intervenir il y a une dizaine d'années ici même, on a maintenant la preuve absolue que l'art préhistorique ne remonte pas du tout aux Capsiens, c'est-à-dire au maximum à moins 8000, mais est beaucoup plus ancien, puisqu'on a des figurines d'argile en particulier, d'animaux, d'êtres humains, etc., qui remontent entre moins 15 000 moins 17 000. Donc en fait, une apparition de l'art, enfin une datation de l'art beaucoup plus ancienne. Donc finalement, vous voyez que on arrive à quelque chose, à des thèses qui sont, en tout cas, qui restent qui sont de pures hypothèses, que rien n'étaye. Et on peut dire un peu la même chose, on y reviendra à propos de la promesse. Donc, en tout cas, il apparaît au terme de cet examen critique un peu rapide des données préhistoriennes qu'il y a bien deux peuplements sur le plan anthropologique assez nettement différenciés vers moins 8000, que le plus récent, le Capsien, le proto-méditerranéen, vont s'étendre progressivement à l'ensemble de l'Afrique du Nord, mais rien ne permet d'affirmer que ces gens étaient porteurs du proto-berbère, plus eux que les autres, que le monde ibéro-maurusien. C'est parfaitement gratuit, et rien ne permet d'affirmer son origine extérieure. Ni la néolithisation, puisqu'elle ne vient pas de l'extérieur, elle s'est faite en interne, ni l'art, puisqu'on s'aperçoit qu'il existait bien antérieurement, ni des traces archéologiques qui montreraient une arrivée progressive, qui montrerait d'autant que, ça a été bien souligné par plusieurs préhistoriens, à propos des restes humains, disons, proto-méditerranéens, à l'heure actuelle, on le verrait très bien si j'avais pu projeter les cartes, les datations les plus anciennes ne sont pas du tout à l'est, elles ne sont pas en Tunisie par exemple, mais elles sont beaucoup plus du côté de Tiaret, donc du côté de l'ouest algérien. Or, si ces gens étaient venus de l'est, soit de l'est, soit du sud-est, on devrait avoir des datations, on devrait logiquement doit avoir des datations plus anciennes à l'est. Or, ce n'est pas le cas. Actuellement, on a au fond des datations qui montrent que en tout cas, rien ne permet de dire qu'il y a un mouvement de translation d'est en ouest ou du sud-est vers l'ouest. Voilà, donc au fond, du côté de la préhistoire, on est extrêmement... on constate
que vers moins 8000, effectivement, il y a un changement de peuplement qui s'opère dans toute la Méditerranée, vers moins 10 000, moins 8000, au nord, au sud comme à l'est, hein, où apparaissent ce qu'on appelle donc ces proto-méditerranéens qui sont l'essentiel, qui constituent l'essentiel du peuplement de la périphérie méditerranéenne, hein, bien entendu, mais on est bien en mal pour démontrer qu'ils viennent de l'Est, du Nord ou du Sud. Hein. Je veux dire que chacune, on peut défendre effectivement, on peut avoir des thèses parfaitement contradictoires sur cette question sans qu'il y ait vraiment d'arguments nets. Hein. Autant, par exemple, pour des périodes plus anciennes, on a des données d'archéologie préhistorique tout à fait claires qui montrent que les Indo-Européens sont arrivés progressivement vers l'Europe occidentale et qu'ils ont parfaitement, on peut dater, on voit qu'il y a une succession chronologique, hein, que ce soit pour les Celtes, que ce soit etc. On les voit arriver en Europe occidentale, hein, et on peut voir que les points les plus extrêmes de l'Europe occidentale sont plus récents que les points d'Europe centrale, par exemple. Hein. C'est ce genre de choses qu'on n'a pas du tout dans le cas de l'Afrique du Nord. Alors, ces préalables étant vus, venons-en, je dirais, au cœur de nos préoccupations de linguistes. Qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà un peu, après avoir vu ce qu'on pouvait dire du côté de la préhistoire, de l'archéologie préhistorique et de l'anthropologie préhistorique, donc une grande incertitude, et non seulement une grande incertitude, mais le fait absolument net que toutes les thèses qui sont défendues sont des convictions d'auteur et non pas des thèses argumentées sur des données positives. Hein. Disons que, et je dois dire que sur ces périodes anciennes, on fonctionne souvent comme ça, par hypothèse que les faits confirment ou ne confirment pas, mais en tout cas, dans l'état actuel des choses, les faits ne confirment absolument pas ces origines, ces hypothèses d'une origine extérieure du peuplement berbère, que ce soit dans sa composante proto-méditerranéenne capsienne, la plus récente, que ce soit dans la composante donc ibéro-maurusienne plus ancienne. Hein. Qu'en est-il du point de vue de la langue? Que peut dire le linguiste? Alors, la question de fond, si, enfin, formuler la chose sous la forme d'une problématique linguistique, qui sera la suivante: y a-t-il des indices linguistiques qui nous permettent d'étayer la thèse d'une origine extérieure de la langue berbère, hein, d'une arrivée de l'extérieur? Et y a-t-il des indices objectifs, hein, des indices positifs, pas des théories, disons, non étayées? Alors, ces types de traces peuvent être de type multiple. D'abord, elles peuvent être de nature sociolinguistique. Y a-t-il des traces sociolinguistiques d'une origine extérieure de la langue berbère en Afrique du Nord? Ça voudrait dire quoi concrètement? Que soit sur le terrain, soit dans les sources les plus anciennes, on ait des indications sur l'existence d'autre chose que le berbère en Afrique du Nord. Sur le terrain, les choses sont très claires. On n'a aucune trace, en dehors des langues historiquement, dont l'arrivée est historiquement documentée. Hein. Le punique, enfin le phénico-punique, l'arabe, le latin, etc. En dehors de ces langues-là, dont l'arrivée est précisément documentée, sur le territoire de la langue berbère, on n'a pas le moindre indice de présence d'une langue autre que le berbère. On y reviendra plus en détail sur certains aspects,
mais on n'a pas de résidu d'une langue, d'un micro-groupe qui parlerait une langue qui ne serait pas du berbère et qui ne serait pas apparentée aux langues historiquement arrivées. Hein. Si vous voulez un exemple, une analogie typique, le basque en Europe est une langue qui n'est pas indo-européenne, c'est la preuve que, c'est une preuve aussi à contrario que il existait autre chose, hein, avant l'arrivée des langues indo-européennes et des indo-européens, hein, c'est un tout petit bout là, qui reste complètement isolé, complètement enserré dans le monde de langue indo-européenne, qui ne peut être que la trace d'une situation, d'une situation linguistique complètement différente de celle que nous connaissons actuellement. On n'a rien de ce type en Afrique du Nord. C'est-à-dire que si on met de côté les langues arrivées à date historique, on n'a que le berbère. De même, si on regarde les sources, on pourrait se dire, les sources les plus anciennes, égyptiennes, latines, arabes, en particulier latines et arabes, qui ont parcouru le territoire de manière extrêmement précise, qui l'ont cadastré, qui l'ont administré militairement, économiquement, tout ce que vous voudrez. On pense à Rome, particulièrement Rome, qui était une colonisation extrêmement structurée, administrée, suradministrée. Il paraît difficile d'imaginer que toutes les sources latines et toutes les sources arabes qui ont aussi parcouru dans tous les sens l'Afrique du Nord, qui nous en ont parlé abondamment, qui ont parlé des tribus berbères surtout de façon abondante et précisément documentée, eh bien aucune de ces sources ne mentionne jamais autre chose que le berbère, hein, que le berbère et les berbères. C'est tout à fait explicite depuis Sallust jusqu'à Ibn Khaldoun de dire que pour eux, en Afrique du Nord, en dehors d'eux et éventuellement d'autres peuples venus de l'extérieur, précisément documentés, comme les Grecs, les Vandales, etc., eh bien, il y a les Berbères. Hein. C'est tout à fait clair, net et précis. Il n'y a pas le moindre espace pour la présence d'une autre langue, d'un autre peuplement, hein, que berbère. Donc, sur le plan sociolinguistique, on a, que ce soit donc en termes de données de terrain, que ce soit en termes de témoignages des sources, on n'a aucune trace de l'existence en Afrique du Nord, au moins depuis, je dirais, les sources égyptiennes, de la présence d'autre chose que la langue berbère et les berbères. On peut penser à d'autres types de traces, d'autres types d'indices, et qui sont particulièrement intéressants parce qu'ils ont une capacité de résistance dans le temps tout à fait extraordinaire. Ce sont les indices onomastiques, c'est-à-dire la toponymie principalement. Comme vous savez, même quand il y a un changement de langue, une substitution linguistique, on a très souvent la trace de la présence d'une langue antérieure dans les noms de lieux. Parce que les noms de lieux, même si une partie change, il en reste toujours, parce qu'ils ont une fonction de repérage tout à fait fondamentale, ils ont une certaine continuité. Hein. Donc les noms de lieux, la toponymie, est souvent le lieu de maintien, de traces de la présence linguistique antérieure. Vous avez un cas tout à fait classique, hein, en France, qui est bien connu, bien étudié depuis le XIXe siècle. C'est dans la toponymie qu'on a le plus de restes celtiques, gaulois. Hein, parce que les gens ont changé de langue, mais beaucoup de noms de lieux sont restés. Et même on a des traces de noms antérieurs à l'indo-européen, hein, parce qu'effectivement, du fait de la fonction même des noms de lieux, hein, leur fonction de repérage, ils ont tendance, des noms de lieux qui changent, bien entendu, mais pour des raisons politiques, etc., on donne le nom du roi à la ville ou des choses comme ça. Bon, mais globalement, dans l'ensemble du territoire, les noms de lieux ont tendance à conserver, à avoir une durabilité très très grande. Hein.
Eh bien, là aussi, l'onomastique de l'Afrique du Nord, quand on a éliminé les noms d'origine étrangère parfaitement identifiés, sémitique, punique, phénico-punique, latin, il y en a pas mal, ou arabe, ou français éventuellement, puisque la toponymie a joué de la période coloniale a joué un rôle important. Quand on a éliminé ces éléments, ces apports extérieurs, au niveau de l'onomastique, je ne peux pas dire, je me ferai taper sur les doigts, que tout est berbère, mais on n'a jamais pu, personne n'a jamais pu montrer que qu'il y avait des éléments dont on peut dire de façon catégorique qu'ils ne sont pas berbères. Hein? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de termes de la toponymie qui restent opaques, mais personne n'a jamais pu les identifier comme non berbères. Hein? C'est-à-dire apporter un argument positif pour dire « ah ben ça, c'est en tout cas ». Si on pense, bien entendu, à l'Afrique du Nord au sens étroit du terme, parce qu'il faut se méfier des franges méridionales, hein, en particulier dans le saharienne et sahélienne, il est clair que là, il peut y avoir des substrats négro-africains tout à fait identifiables. Mais si on reste dans l'Afrique du Nord thélienne, si vous voulez, jusqu'à l'Atlas saharien, il est clair qu'on ne peut pas apporter de démonstration à l'existence d'éléments non berbères dans la toponymie. Je ne dis pas, vous voyez, hein, je suis prudent, je ne dis pas qu'on peut démontrer que tout est berbère, je dis que jamais personne n'a pu apporter la démonstration qu'il y avait des éléments précisément identifiables comme non berbères, c'est-à-dire assignables à une langue X à déterminer. Hein. On y reviendra à propos du substrat méditerranéen. Mais globalement, on sait bien que l'essentiel de la toponymie, hein, quand on a éliminé l'arabe, le français, le punique, le latin, etc., l'essentiel de la toponymie est berbère. Hein. Même s'il y a quelques éléments qui sont un petit peu résistants ou opaques, hein, y compris dans les zones parfaitement arabisées, comme vous le savez. Hein, des régions complètement arabisées comme la Mauritanie, vous regardez une carte, la toponymie est immédiatement berbère. Hein. Autre type d'indice qui pourrait laisser supposer l'existence d'autres choses avant le berbère, donc une arrivée extérieure. Hein. S'il y a arrivée extérieure, c'est qu'il y avait quelque chose avant. D'accord, hein, puisqu'il y avait un peuplement, il y avait quelque chose qui était parlé. Hein. Ce serait l'existence de traces lexicales. Et là, c'est très clair, si vous voulez, si on voit par exemple la forme aboutie que cette thèse a prise chez Werner Wieseschel. Quand on dit le berbère, bon, quand on va jusqu'à la thèse extrême de Wieseschel, le berbère est une langue mixte avec en gros une grammaire proto-sémitique et un lexique antérieur qui appartient à un substrat méditerranéen non identifié. Je veux bien, mais à la condition qu'on puisse effectivement, dans ce matériau lexical, identifier précisément des choses comme effectivement les assigner au fond, hein, à une langue autre. Si on affirme qu'il y avait autre chose avant le berbère, et qu'il y en a des phrases dans la langue, en particulier au niveau lexical, il faut m'apporter des arguments qui montreraient que des éléments du lexique berbère peuvent être assignés à une autre langue extérieure, ou à une autre famille de langues extérieures, ils ne sont pas. Et bien là aussi, on est dans la pétition parfaitement gratuite, dans l'affirmation gratuite, parce que, y compris Wieseschel, personne n'a jamais pu apporter le moindre élément
je dirais, confortant l'hétérogénéité de la langue entre une grammaire qui serait essentiellement proto-sémitique et un lexique qui aurait gardé des traces d'éléments antérieurs. En tout cas, je ne connais pas, en dehors là aussi des emprunts historiquement datables, linguistiquement démontrables et datables historiquement, des emprunts aux puniques, aux phéniciens, à l'arabe, au latin, il n'est pas possible de montrer que dans le lexique berbère, il y aurait un noyau de termes qui proviendraient d'ailleurs, qui n'appartiendraient pas au fond au même ensemble linguistique. Tous ces éléments de lexique, tous les éléments même dans le lexique le plus fondamental au fond du berbère sont globalement assignables au même ensemble, à la même, je dirais, font partie du même héritage ou du même fond afro-asiatique ou kabito-sémitique. On a souvent mis en avant la différence très nette de la forme des mots en berbère par rapport, par exemple, aux langues sémitiques, la différence de la racine. Bon, on sait maintenant que c'est à relativiser fortement, très très fortement. La prédominance des racines monoconsonantiques ou biconsonantiques en berbère est probablement largement un phénomène secondaire. On a toutes les raisons de le penser, on peut le démontrer linguistiquement dans la plupart des cas, par des phénomènes de disparition de consonnes radicales. Et inversement, on a toutes les raisons de penser, c'est une vieille thèse, que ce qu'on appelle le trilitarisme fondamental du sémitique est un phénomène acquis secondaire. C'est-à-dire que la divergence entre une langue comme le berbère où les racines les plus courantes sont mono ou biconsonantiques et celle du sémitique où la majorité, très grande majorité serait triconsonantique est beaucoup moins réelle qu'il n'y paraît. Vous savez que des thèses du bilitarisme du sémitique sont très anciennes et qu'elles sont largement défendues. C'est-à-dire qu'en fait, cette différenciation, elle est beaucoup plus superficielle et probablement secondaire et acquise qu'apparente. Alors, sur ces questions des traces linguistiques, en particulier lexicales, il y a un problème, je ne sais pas si Valéria est là, parce que c'est elle qui travaille un peu là-dessus, qui est tout à fait intéressant. C'est la question du fameux substrat méditerranéen, entre guillemets, qui est une très vieille affaire, là aussi. On a souvent utilisé l'argument suivant. On remonte déjà à la fin du XIXe siècle et on le retrouve chez de nombreux auteurs, qu'ils soient d'ailleurs berbérisants ou non, travaillant sur les langues de l'Europe du Sud. On a souvent utilisé l'argument suivant, c'est qu'on voit un certain nombre de mots ou éventuellement d'éléments de toponymie. On voit un certain nombre de mots qu'on retrouve aussi bien au nord qu'au sud de la Méditerranée, qu'on retrouve en latin, qu'on retrouve en grec, qu'on retrouve dans certaines langues romanes, en Sardaigne, etc., voire en basque. Et cette idée, au fond, et on pourrait, et on a développé cette idée que ce petit stock lexical méditerranéen, entre guillemets, serait la trace de l'existence d'un substrat antérieur à l'indo-européen au nord et peut-être antérieur au berbère au sud. Alors ça concerne aussi bien des toponymes que surtout des mots qui réfèrent aux réalités environnementales. Je pense à certaines plantes, à certains animaux.
Alors, devant ces phénomènes, ces convergences dans le corpus lexical du latin, du grec, des langues romanes, etc., bon, des noms qui désignent des petites plantes, des noms qui désignent, etc., les hypothèses ne sont pas très nombreuses. Ou bien on considère, ça a souvent été la thèse dominante, quand vous voyez un mot latin qui ressemble furieusement à un mot berbère, vous dites, bon, ben, les berbères ont la thèse habituelle, les berbères l'ont emprunté au latin. Bon. Après tout, on peut se poser la question, pourquoi pas l'inverse? Bon. Il y en a un certain nombre, hein, y compris des choses marrantes, comme le nom du pois chiche, hein, du kiker, hein, kikero, mais d'autres, hein, bien d'autres, hein, bien d'autres. Donc, première hypothèse explicative, un emprunt dans un sens ou dans un autre. Dans quel sens, c'est un autre problème. L'autre hypothèse, donc, c'est celle au fond, et là, elle est étayée, enfin, en tout cas, on est poussé dans ce sens, c'est que beaucoup de ces mots, dans le domaine indo-européen, sont identifiés comme non indo-européens. Hein? Pour regarder, il y a de nombreux exemples, sans aller dans des outils très complexes comme le dictionnaire des racines indo-européennes de Pocorni, mais simplement un dictionnaire étymologique du latin, hein, le Ernoult et Meillet par exemple. Vous voyez qu'un certain nombre de mots qui sont communs au berbère et au latin, quand vous regardez l'étymologie que donnent les spécialistes donc, du latin, de la linguistique historique du latin, vous disent mots d'origine inconnue. Très curieux. Ça veut dire précisément, ça n'appartient pas au stock indo-européen. Un mot comme, je sais pas, pour parler des noms de plantes, le nom du pain, taïda, en berbère, hein, taïda en latin. Hein. Alors, il y a bien d'autres. Tabouda, Bouddha, etc., bon, qui désigne un roseau, tifa, etc. Il y en a bien d'autres. Mais il est intéressant de voir, il est instructif hein, de voir que beaucoup de ces mots, que dans un premier temps pourraient être tentés comme empruntés par le berbère au latin ou au grec, un autre cas c'est oléa, aléou, hein, qui est un mot touareg pour désigner l'olivier sauvage. Hein. Thèse classique, c'est emprunté, les berbères l'ont emprunté quelque part en cyrénaïque au grec, hein, puisque le mot est d'origine grecque, oléa, hein, qui a donné notre mot ville, etc., est venu du grec via le latin. Hein, et comme les Grecs étaient installés à partir du 7e siècle avant Jésus-Christ en cyrénaïque, donc en contact avec les berbères, l'idée immédiate, c'est un mot d'origine aléoun, hein, les oliviers sauvages, mais aussi un chant rituel de mariage, désigne, est un emprunt au grec. Le seul problème, c'est que quand vous regardez les dictionnaires étymologiques du grec ou du latin, on vous dit mot d'origine non indo-européenne. Donc il y a immédiatement, hein, si on s'appuie sur les données des indo-européanistes, pour tout ce vocabulaire, une suspicion, en tout cas une indication qui nous pousse dans le sens de, et après tout, c'est peut-être un substrat méditerranéen antérieur à l'indo-européen, et on comprend très bien que les indo-européens aient emprunté à une langue qu'ils ont trouvée là, le nom de l'huile qu'ils ne connaissaient pas, le nom du vin, le nom de toutes sortes de réalités écologiques, environnementales, méditerranéennes. Hein. Donc, ou il s'agit d'un substrat méditerranéen antérieur aux langues indo-européennes et aux berbères, les deux l'auront pris, donc on pourrait y voir hein, la preuve. Pour les indo-européens, c'est évident. Hein, qu'il n'y ait pas un indo-européen de racine pour désigner l'huile de l'olivier, c'est normal, hein, parce que on suppose que les indo-européens avaient un centre de gravité qui était très loin de la Méditerranée et ne pouvaient pas connaître l'olivier. Donc il est normal que le mot ait été emprunté et soit clairement identifié par les indo-européanistes comme non indo-européen. Hein. Et donc on dit c'est égéen, c'est méditerranéen, on ne sait pas. Bon. Donc pour le cas de la Méditerranée Nord, on est absolument certain que c'est effectivement un emprunt à quelque chose de Méditerranée antérieure. Mais est-ce qu'on peut
aller au-delà et dire qu'en berbère aussi, ce serait la preuve qu'il y a un substrat, une couche antérieure au berbère, et que ces quelques mots qu'on trouve des deux côtés de la rive de la Méditerranée seraient des emprunts à cette couche, hein, à cette couche euro-méditerranéenne. Bukarowski parlait d'une couche, hein, d'un sédiment, d'une couche linguistique euro-méditerranéenne, hein, qui aurait été présente autour de toute la Méditerranée, même euro-saharienne, pratiquement à un moment donné, à un moment donné de la théorie de Bukarowski. On est passé de l'euro-méditerranéen à l'euro-saharien. Hein. Eh bien, est-ce qu'on peut en inférer aussi cette idée que ces quelques mots, ces quelques reliques communes au nord et au sud de la Méditerranée seraient l'indice ou la trace d'une couche linguistique antérieure? Elle est antérieure à l'indo-européen, c'est certain. Mais est-ce qu'elle est antérieure au berbère? C'est une extrapolation hâtive. Parce que dans bien des cas, et là aussi, parce qu'on manque beaucoup, évidemment, là c'est un problème de linguistique historique, de lexicologie historique du berbère, on manque, avec le travail qui se continue de Neidzarat, on va peut-être avoir des éléments petit à petit plus précis et des moyens de vérification plus précis, mais il est certain que c'est pas si évident, hein, c'est pas si évident, parce que beaucoup de ces termes dits méditerranéens communs peuvent recevoir une étymologie, en tout cas pourraient avoir un ancrage spécifiquement berbère, hein. Il est difficile de démontrer qu'ils ne sont pas berbères. Autant en indo-européen, on peut démontrer que tel mot latin n'est pas d'origine indo-européenne, autant dans le cas du berbère, un mot comme taïda ou un mot comme Bouddha, etc., qui désigne une variété de roseaux, on peut tout de suite émettre des hypothèses de rattachement à des racines berbères. Hein. Tabouda, donc, Tabouda, qui désigne donc une variété de roseaux. On rappelle quand même étrangement la racine BD, peut-être se tenir debout, se dresser, hein, le lien entre le roseau et très très souvent on a en berbère des possibilités d'explication interne. En tout cas, on ne peut pas inférer du fait que ce vocabulaire est non indo-européen, et donc appartient à une couche pré-indo-européenne au nord, qu'il appartient aussi à une couche pré-berbère au sud. Hein. D'accord. On me dit qu'il faut activer, alors je vais essayer d'aller directement à l'essentiel et d'arrêter. Donc, des traces lexicales, on a vu, difficilement. Autre élément fondamental et important sur lequel j'ai pas mal travaillé ces dernières années, c'est le vocabulaire lié spécifiquement aux traits caractéristiques de la néolithisation, c'est-à-dire à l'élevage et à l'agriculture, et en particulier à la céréaliculture. On s'aperçoit que le berbère, ça a été vu depuis très longtemps, mais là j'ai repris un peu les choses de façon plus fouillée, on s'aperçoit que ce vocabulaire lié à l'élevage et à l'agriculture est profondément uni, homogène dans l'ensemble du monde berbère. Les noms des principaux animaux domestiques, les noms des principales céréales sont absolument communs d'un bout à l'autre, hein, comme Yerden, etc., Temzrin, sont communs à l'ensemble du monde berbère. C'est-à-dire que dans ce vocabulaire lié spécifiquement aux pratiques apparues au néolithique, hein, c'était une confirmation d'ailleurs a posteriori que la néolithisation s'est bien faite de manière endogène, hein, qu'elle n'a pas été importée. L'essentiel du vocabulaire est bien non seulement berbère, mais commun à l'ensemble du monde berbère. Hein, donc cette néolithisation et sa diffusion dans l'ensemble de l'Afrique du Nord est endogène. Autre point, là je suis obligé d'aller très très vite.
Au niveau plus central encore, au niveau du système linguistique lui-même, du noyau dur du système grammatical du berbère. Peut-on trouver des indices d'une origine extérieure? Or, vous savez que c'est la thèse classique des berbérisants, et qui est d'autant plus paradoxale et qui est un élément de spécificité extrêmement fort du berbère, de l'ensemble berbère, c'est l'unité fondamentale de son système grammatical. Sur un territoire absolument immense. Vous n'avez pas, au fond, il y a une grammaire de base berbère qui est absolument la même. On voit très bien des éléments d'évolution et de recomposition locaux. Hein. Le système verbal du Touareg n'est pas absolument celui du Kabyle ni celui du Téchéchite, mais on peut tout, je dirais fondamentalement, on peut assez facilement élaborer, formuler une grammaire, hein, un système linguistique fondamental du berbère avec les mêmes types d'opposition, les mêmes paradigmes fondamentaux. Au-delà, on va trouver des réalisations locales, des évolutions phonétiques, des redistributions, des enrichissements, etc. Mais il y a une unité, ça a été toujours souligné depuis au moins Basset, hein, depuis très très longtemps, cette unité fondamentale du système berbère. Et, à mon sens, c'est un élément qui milite dans le sens d'une très grande stabilité, hein, de la langue sur son territoire. Si c'était une langue arrivée à date relativement récente, même néolithique, et qui je dirais, qui se serait diffusée sur ce territoire au détriment d'une autre langue, d'autres substrats au pluriel, hein, d'autres langues préexistantes, la logique voudrait qu'on ait une situation infiniment plus diversifiée. Je veux dire, on serait dans une situation qui rappellerait par exemple celle de l'indo-européen. Hein. Au fond, l'expansion indo-européenne a abouti très rapidement à des langues qui restent apparentées, mais des langues nettement différenciées. Or là, on est au point où, comme vous le savez, c'est un débat permanent, hein, encore aujourd'hui, sur 3500 km nord-sud et est-ouest au moins, on est encore en train de débattre une ou des langues berbères. Tellement, je dirais, le noyau lexical est commun, tellement le système grammatical est commun. Hein. Il y a bien entendu, une fois de plus, des spécificités régionales parce que les langues évoluent en permanence, il y a des reconfigurations, mais derrière les spécificités du système verbal du Tachlahite, on retrouve immédiatement les mêmes éléments fondamentaux que ceux qu'il y a derrière le Kabyle, etc. C'est-à-dire qu'au fond, la grammaire historique du berbère est quasiment immédiate et transparente. Hein. Donc on a, à travers cette homogénéité, plutôt l'idée, non pas de, bien entendu, hein, j'ai commencé par insister sur le caractère relatif de cette notion d'origine, hein, mais plutôt l'indice d'une très grande stabilité sur un territoire donné, de cette langue. Si on avait une diffusion, par exemple à l'époque néolithique sur ce territoire, il est probable qu'on devrait avoir des langues beaucoup plus différenciées, hein, beaucoup plus nettement différenciées. Alors c'est sûr qu'on a des formes de berbère très différenciées, je pense aux Snaga, etc., mais ce sont ou à Siwa, mais ce sont des phénomènes vraiment très très particuliers et manifestement acquis secondaires, hein, récents, liés à des contacts avec d'autres substrats, d'autres langues, etc. Donc finalement, hein, en conclusion, on arrive à cette situation donc, qui n'est pas ni définitive ni arrêtée, je dirais, dans sa configuration, c'est que tout indique malgré tout, non pas que le berbère ait été parlé de tout temps et que le peuplement berbère soit de tout temps le même et stabilisé en Afrique du Nord, ce serait un non-sens, c'est évident. Hein. L'histoire du peuple, de l'humanité, des langues, laisse la porte ouverte à toutes les hypothèses qu'on peut imaginer, mais qu'en tout cas, pour les 10, 15, 20 derniers millénaires, on a très certainement une stabilité, une grande stabilité, qui est la seule thèse qui puisse permettre d'expliquer
cette unité, en particulier du système grammatical, tellement fondamentale et tellement évidente, et qui serait en contradiction avec des mouvements de deep diffusion. Et de toute façon, le fait qu'on n'arrive pas à trouver d'indices positifs à montrer qu'il y ait des éléments antérieurs, soit toponymiques, soit linguistiques dans le lexique, et ça qu'on puisse attribuer à autre chose que le berbère, eh bien, va quand même beaucoup plus dans le sens d'une très longue histoire stable sur le territoire que nous connaissons, l'essentiel du territoire que nous connaissons à la langue berbère à l'heure actuelle. Vous avez d'ailleurs un autre indice, et je terminerai par là parce que c'est vraiment une piste de réflexion et de recherche fondamentale et qu'il va falloir engager très sérieusement, que j'ai évoqué lors d'une de mes dernières interventions. C'est que non seulement il y a une très grande unité du système linguistique, tout à fait étonnante sur un territoire aussi important, mais il y a une stabilité, une continuité dans le temps, puisqu'on a de plus en plus, à mon avis, d'indices d'une grande stabilité. Bien entendu, il nous manque énormément d'éléments de documentation concrets, mais on a énormément d'indices qui nous montrent que non seulement ce système linguistique est très homogène à l'échelle, au niveau territorial, si vous voulez, mais aussi sur le plan chronologique, puisque que ce soit les sources médiévales, que ce soit les éléments tout à fait embryonnaires et lacunaires, mais il en existe pas mal, que nous donne le libyque et le nomastique antique, semble indiquer qu'une bonne partie du système grammatical fondamental que nous connaissons du berbère actuel est déjà en place. Est déjà en place il y a au moins 2000 ans. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où il y a à la fois homogénéité sur le territoire et une certaine stabilité dans la chronologie, dans le temps. Et ça, c'est, je crois, un indice extrêmement fort d'une certaine, à la fois homogénéité, de l'absence de l'absence d'autres langues en interférence profonde et d'une installation, d'une présence très ancienne et continue qui permettent d'expliquer cette stabilité à travers le temps. En tout cas, pour conclure, je dirais que dans l'état actuel des choses, vous voyez, on a, que ce soit du point de vue de l'archéologie préhistorique, que ce soit du point de vue de la langue, on a une donnée indiscutable, c'est l'appartenance de la langue berbère à la famille afro-asiatique ou camito-sémitique. Il y a vraiment des indices multiples et convergents, mais qu'en même temps, on a aussi des indices multiples et convergents sur la très grande stabilité dans le territoire que nous lui connaissons de cette langue et très certainement du peuplement, au moins depuis l'Ibéro-Mauricien. Je vous remercie. Projection brutale et rapide d'un proto-sémitique sur l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Est, mais une irradiation progressive qui permettrait d'expliquer certains phénomènes spécifiquement linguistiques. Enfin, on peut dire qu'en gros, les sémitisants des Bourgeois considèrent comme acquis que le berceau initial de la famille linguistique camito-sémitique, vous savez que, d'ailleurs, le changement de terminologie qui est opéré entre camito-sémitique et afro-asiatique correspond aussi fondamentalement à ce changement de théorie sous-jacente quant à l'origine, quant au berceau initial. Donc,
la plupart des sémitisants, s'il faut regarder de très très près, il peut y avoir des gens plus prudents. Je pense à notre ami Zaborski, par exemple, hein, sur les questions de localisation initiale, voire de genèse, parce que là, l'idée de fond qu'on retrouve dominante chez les sémitisants, c'est qu'au fond, hein, le versant africain du camito-sémitique serait issu d'une projection, hein, date très ancienne, d'un proto-sémitique. Hein. Au fond, si on analyse, et là, faire un petit peu de réflexion méthodologique et épistémologique, si on analyse cette thèse, on peut la résumer à ceci: on projette pour des temps préhistoriques très anciens, hein, on projette des phénomènes historiquement attestés. C'est-à-dire qu'il est vrai qu'à période historique ou proto-historique parfaitement documentée, on a une tendance générale, hein, d'une projection du sémitique vers l'Afrique. C'est vrai avec l'expansion phénicienne, hein, c'est vrai avec l'expansion arabe, c'est vrai avec l'expansion antérieure du sud-arabique, hein, puisque les langues sémitiques d'Éthiopie, hein, la couche sémitique des langues d'Éthiopie, est issue d'une projection à partir de la péninsule arabique, hein, de langues sémitiques anciennes, hein, qui nous donnent les langues sémitiques actuelles d'Éthiopie. Donc on a, c'est vrai, si on remonte en gros depuis la fin du deuxième millénaire, l'histoire connue de cet grand espace linguistique, c'est quand même effectivement une projection assez régulière depuis l'expansion phénicienne du sémitique vers l'Afrique. Hein. Et au fond, cette idée d'une genèse par un stade beaucoup plus ancien du camito-sémitique par projection d'un proto-sémitique sur l'Afrique est une projection en quelque sorte, hein, est une extrapolation pour des périodes beaucoup plus anciennes, hein, de ce phénomène historiquement connu. Hein. Vous voyez que des arguments positifs, on y reviendra, des arguments positifs étayant cette hypothèse d'une projection, d'une expansion ancienne vers l'Afrique, en dehors donc des phénomènes historiquement connus, elles n'existent pas, elles sont très problématiques. Hein, c'est pour ça que je dis, je crois que c'est d'abord fondamentalement une espèce de projection qui est fondée à la fois sur cette expérience historique particulière. On sait que dans les 3 derniers millénaires, c'est ce qui s'est passé, mais rien ne nous indique que dans les 10 millénaires antérieurs ou les 15 millénaires antérieurs, c'était les mêmes phénomènes. Et deuxièmement, je crois quand même qu'il y a derrière cette idée de l'importance et du dynamisme civilisationnel et culturel du monde sémitique, hein, ne serait-ce qu'à travers l'émergence des religions monothéistes, hein, qui leur donnent, avec aussi une idée sous-jacente sur laquelle on reviendra, qui est très importante, c'est là où se fait le croisement avec la préhistoire, c'est que on admet, et on a longtemps admis de façon un petit peu simpliste, que la néolithisation se serait d'abord produite au Moyen-Orient. La néolithisation, c'est-à-dire le passage, au fond, à une économie de production, hein, avec l'émergence de l'agriculture, de l'élevage, de la poterie et tout ce qui va avec. Hein. Antérieurement, dans les périodes qu'on qualifie de paléolithiques, hein, donc les hommes jusque-là ne vivaient que de prédation, hein, de chasse, de pêche, de cueillette, etc. Mais ne savaient pas produire. Ce n'est qu'avec cette période dite néolithique que les hommes inventent au fond des moyens, hein, découvrent des moyens de production. Hein. Et l'idée sous-jacente, c'est que effectivement, si la néolithisation, c'est-à-dire l'invention de cette nouvelle économie, de ce nouveau mode qui change, qui est une véritable révolution. Hein. Vous comprenez bien que tant que les hommes ne vivaient que de prédation, la survie était quelque chose d'extrêmement problématique et que la démographie humaine était extrêmement faible. Hein.
à partir du moment où les hommes ont su produire leur nourriture, leurs moyens de subsistance, la démographie va augmenter et des possibilités, je dirais, d'expansion vont aussi devenir, on a un déséquilibre, au fond on a un déséquilibre économique qui rappelle un petit peu les périodes actuelles, où des populations qui savent produire leur subsistance ont je dirais, une force de frappe, une capacité de s'imposer aux autres qui est évidemment beaucoup plus forte. L'idée sous-jacente, c'est que la néolithisation aurait été le facteur de cette expansion. C'est ce qui aurait permis aux proto-sémites, je dirais, de diffuser leur langue, parce que la démographie augmentant, eh bien, on aurait eu les moyens, ces sociétés auraient eu la nécessité et les moyens d'une expansion sur d'autres régions où la néolithisation n'était pas encore acquise. C'est une des thèses sous-jacentes qui n'est pas toujours explicitée par les linguistes, mais qui est très présente chez les préhistoriens, bien entendu. Cette idée que les expansions humaines sont liées à des révolutions technologiques, économiques, qui permettent d'un seul coup à un groupe humain d'acquérir un pouvoir d'expansion. C'est ce qui s'est passé pour les Indo-Européens, très probablement avec la domestication du cheval, qui donne une possibilité d'expansion fantastique. Exactement comme la puissance économique des États-Unis lui a permis d'imposer son modèle à l'échelle du monde, tout simplement. Bon, c'est pas les mêmes techniques, mais c'est le même principe général. Il y a un déséquilibre au niveau des bases économiques des sociétés, des possibilités d'expansion démographique, etc., qui va induire une position prééminente. Mais vous voyez tout ce que ça implique de présupposer. Ça implique que, la néolithisation se soit faite d'abord au Moyen-Orient, ça implique qu'il n'y ait pas eu de néolithisation en Afrique. Et on verra tout à l'heure que c'est pas du tout acquis, que c'était des idées qui circulaient encore jusqu'aux années 80 abondamment. Actuellement, on est beaucoup plus prudent sur ces phénomènes. Donc l'autre thèse alternative, qui a connu un très grand développement depuis les travaux dans les années 50 et 60 d'un grand linguiste américain qui s'appelle Joseph Gutenberg. Et c'est avec lui que s'est imposée une autre dénomination, celle d'afro-asiatique. Afro-asiatique sur le modèle de indo-européen, c'est-à-dire une famille de langues qui va de l'Afrique à l'Asie, c'est-à-dire au Proche et Moyen-Orient. Et là, en général, dans ces milieux afro-asiatisants, la thèse retenue est clairement celle d'une origine africaine, en général est-africaine, ou centre-est africaine, Soudan, Éthiopie, Corne de l'Afrique, etc. Et que ce serait à partir de ce noyau-là, c'est là qu'aurait été situé le berceau de la famille de langues afro-asiatiques, et qu'à partir de là, elle aurait diffusé vers le Moyen-Orient, vers l'Afrique du Nord, etc. Alors cette thèse, qui est une thèse qui, si vous voulez, dans l'espace scientifique concerné, occupe une position dominante au niveau international actuellement. Les camito-sémitisants, les afro-asiatisants allemands, américains, russes, je pense à quelqu'un comme Diakonov, ils sont tout à fait sur cette ligne. Le grand afro-asiatisant décédé maintenant, Diakonov, défendait tout à fait l'hypothèse d'une... Et on peut pousser un petit peu plus loin. Les Berbères viennent d'ailleurs, donc comme nous venons d'ailleurs, nous sommes aussi légitimes qu'eux à exercer la domination sur cette région. Vous voyez c'est particulier. C'est peut-être un peu flou dans les sources les plus anciennes, je pense aux sources latines, mais c'est particulièrement évident pour les sources médiévales arabes. Vous avez dans la dernière livraison de l'encyclopédie berbère une mise au point d'Yves Modérand remarquable qui suit depuis l'Antiquité ces mythes d'origine. On voit très très bien que ces mythes d'origine ont aussi une fonction de légitimation idéologique, voire parfois strictement politique, comme ça l'a été au Moyen-Âge, dans le Moyen-Âge musulman en Afrique du Nord.
au fond, d'une certaine façon, en affirmant que les Berbères viennent d'ailleurs, sont des Cananéens, des Himyarites, des ceci ou des cela, on légitime en quelque sorte, je dirais, on sape la légitimité qui peut être attachée à l'autochtonie et on légitime sa propre domination d'une certaine façon. Y compris lorsque ces thèses sont formulées par des Berbères proprement eux-mêmes. Comme vous savez, les généalogistes médiévaux étaient en grande majorité des Berbères, et ils ne se sont pas privés de démontrer, de défendre des thèses d'une origine cananéenne ou yéménite des Berbères, etc. Et on voit très bien la fonction idéologique que ça a, immédiate. C'est une légitimation de pouvoir, parce que dans ce monde médiéval d'influence arabo-musulmane, il était évidemment le pouvoir était plus légitime s'il avait un lien avec le Moyen-Orient et le cœur du monde arabe que s'il était local. Donc là, c'est tout à fait explicite, et d'une certaine façon, on peut faire le même type d'approche, d'analyse pour les très nombreuses thèses du XIXe siècle jusqu'aux premières décennies du XXe, quant à une origine européenne. Il est clair que les savants français du XIXe siècle, des premières périodes de la colonisation en Afrique du Nord, ont énormément défendu des thèses quant à l'origine celtique, quant à l'origine hellénique, quant à l'origine germanique des Berbères, etc. Et on voit bien que ça a une fonction, consciente ou inconsciente, d'une certaine façon. Une double fonction même dans ce cas-là. Dans chaque cas demanderait une analyse critique très précise. Une double fonction. Si cette population indigène est d'origine extérieure, elle est donc pas beaucoup plus légitime que nous à exercer puissance coloniale, à exercer sa domination sur cette région. Et deuxièmement, évidemment, en affirmant des attaches européennes aux Berbères, on légitime aussi une colonisation de type européen. Donc je crois que là c'est assez direct, les choses sont assez directes. Et puis, en même temps, il est vrai que cette question a toujours préoccupé, parce que dans le champ de l'opinion, cette question des origines est très directement liée à des questions de légitimité, de légitimation. Au fond, on fonctionne toujours sur cette idée que l'autochtone, l'indigène, aurait des droits particuliers par rapport au territoire, comme si l'histoire du monde n'était pas faite de mouvements incessants et permanents et de brassages permanents. Mais donc, de tous les points de vue, que ce soit d'un point de vue interne berbère, que ce soit des discours actuels berbères, que ce soit des discours externes, on voit bien que ce sont des questions qu'il est très difficile de déconnecter complètement d'enjeux plus ou moins conscients liés à des phénomènes de légitimation. Alors, pour en revenir au terrain plus proprement scientifique des savoirs contemporains, à peu près argumentés, pour sortir des mythes, mais sur lesquels on pourra revenir. Comme vous le savez, certainement, on est, pour ce qui concerne le peuplement de l'Afrique du Nord et l'origine de la langue, dans deux thèses principales qui coexistent depuis pratiquement le début du XXe siècle. Même par certains spécialistes avaient émis ces thèses dès le milieu du XIXe en réalité, mais enfin disons que ce sont des théories un peu argumentées depuis première décennie du XXe siècle, et puis avec chacune d'entre elles a une histoire propre, développement particulier. En gros, s'affrontent deux thèses permanentes depuis au moins les années 20. C'est celle d'une origine et du peuplement et de la langue moyen-orientale, proche ou moyen-orientale, et l'autre
On a souvent l'impression qu'elle est plus récente parce qu'elle a connu des développements très importants récemment, depuis Grünberg en particulier, dans le cadre de la théorie de l'afro-asiatique, si vous voulez. C'est l'origine africaine, l'origine est-africaine en particulier, de cette famille de langues et éventuellement des peuplements. Ce sont les deux grandes thèses disons, dans le champ scientifique que l'on rencontre et qui sont défendues avec autant de vigueur d'un côté que de l'autre. Alors, la thèse d'une origine proche ou moyen-orientale, si vous voulez, est surtout défendue, elle a longtemps été défendue dans le milieu des linguistes de façon quasi exclusive par les sémitisants. Il est certain que les sémitisants, même les plus savants, y compris actuels, contemporains, ont quelques difficultés à admettre que, au fond, le centre du monde, le centre de la culture, le centre de cette grande famille linguistique, camito-sémitique ou afro-asiatique, ne soit pas situé quelque part au Proche ou Moyen-Orient. Avec cette idée permanente, si vous voulez, que vous retrouvez chez de très nombreux sémitisants, Gardini et autres, qu'au fond, les langues dites camito-sémitiques ou afro-asiatiques de l'Afrique procéderaient toutes d'une sémitisation progressive de territoires africains. Une forme probablement proto-sémitique, donc très très ancienne, se serait diffusée à partir du Proche ou Moyen-Orient vers l'Afrique de l'Est, vers l'Égypte et vers l'Afrique du Nord. C'est une idée très fortement développée chez les sémitisants, je pense en particulier de l'école italienne autour de Garbini, mais aussi des gens plus indépendants dans le champ berbère, des noms que vous connaissez certainement pour les berbérisants. Je pense à quelqu'un comme Bernard Wessichut, grand savant, grand érudit, égyptologue, berbérisant, etc., décédé il y a quelques années. Qui allait jusqu'à défendre l'idée, au fond, le berbère comme thèse nous parlons du berbère, mais la langue berbère, mais la thèse a dans l'esprit de la plupart de ces sémitisants une validité générale. Le berbère résulterait quasiment, serait une langue mixte en quelque sorte, résultant de la projection d'un proto-sémitique venu du Moyen-Orient ou du Proche-Orient, sur l'Afrique du Nord, et allant jusqu'à défendre l'idée que le berbère serait une espèce de langue mixte dont la grammaire serait proto-sémitique, et ce qui expliquerait des ressemblances extrêmement fortes dans le système grammatical avec le sémitique, et le vocabulaire appartiendrait à un substrat antérieur, un substrat alors les mots ont parfois, les terminologies ont parfois sont bien pratiques, qu'on appelle entre guillemets méditerranéens. Mais voilà, ça c'est une idée parmi les berbérisants. Wessichut est l'un de ceux qui a le plus développé cette thèse, mais elle est générale, sous des formes un peu particulières. Dans l'école de Garbini, le grand sémitisant italien, des collègues comme Olivier Durand, etc., développe une thèse assez proche, mais où on n'aurait pas eu où les hypothèses de ce type qu'on peut développer, que ce soit sur le plan de la préhistoire, donc sur le plan du peuplement, que ce soit sur le plan de la langue, sont de toute façon, concernent des espaces de temps relativement limités, et il y a toujours un avant. Ce ne sont pas des absolus. Ce ne sont pas des origines absolues, ce sont des origines relatives. C'est quand même une donnée fondamentale. Donc ça nécessite vraiment toujours une très grande prudence, une très grande relativité. Deuxième aspect fondamental aussi, c'est la question, alors on le sait, mais
il faut absolument le répéter parce que même dans le champ scientifique, le glissement est très facilement fait. La question des origines du peuplement et la question des origines des langues sont deux choses radicalement différentes et qui peuvent être totalement dissociées. Le peuplement humain, c'est un phénomène d'anthropologie biologique, c'est un phénomène, si vous voulez, d'anthropologie génétique, etc. La langue est un fait de culture qui s'emprunte, qui voyage, et on peut parler la même langue ou des langues apparentées en ayant, je dirais, des héritages génétiques complètement différents, et inversement. On peut avoir, je dirais, un même soubassement en termes de peuplement pour l'essentiel identique et parler des langues complètement différentes et éventuellement sans le moindre lien de parenté. Vous avez des exemples innombrables. Je veux dire que déjà, la question, j'aurais pu commencer par là, la question des origines suppose sur un plan théorique une séparation claire de la question de l'origine du peuplement et de la question de l'origine et de la parenté de la langue. Elles peuvent coïncider, comme elles peuvent être parfaitement disjointes. Quelques exemples basiques et classiques. En Europe, prenez la Scandinavie, vous avez des langues germaniques, et bon, je doute que quiconque d'entre vous soit capable de distinguer un finlandais d'un suédois sur le plan physique, et qu'on puisse faire une distinction même en termes de génétique moléculaire ou des choses de ce genre extrêmement pointues entre un finlandais et un suédois. Les uns parlent une langue germanique, appartiennent à la famille de langues indo-européennes, les autres parlent le finnois, qui est une langue finno-ugrienne, qui n'a strictement rien à voir avec l'indo-européen. Vous pouvez multiplier. Ça, c'est dans un sens où un même peuplement, en tout cas d'apparence anthropologique très proche, quasiment indifférenciable, correspond à des langues qui n'ont rien de commun. Vous pouvez avoir l'inverse. Les exemples, vous pouvez les multiplier. Après tout, vous pouvez les multiplier dans l'autre sens aussi. Les langues de l'Inde, du Nord et du Centre sont des langues indo-européennes. Il n'y a pas grand-chose de commun, certainement en termes de patrimoine génétique, entre les habitants de l'Inde et les habitants de la Scandinavie. Et pourtant, leurs langues sont apparentées. Prenons des cas qui sont plus proches de nos problématiques, l'arabe. Parmi les populations qui parlent arabe, les Soudanais sont plus proches des négro-africains, pour la plupart d'entre eux. On sait très bien que nos arabophones maghrébins sont pour une très grande part d'entre eux, très majoritaires d'anciens berbères. Pourtant, donc la déconnexion, on pourrait multiplier les exemples, donc jamais perdre de vue, jamais oublier cet aspect qu'il peut y avoir parfaitement une dissociation, qu'il n'y a pas homogénéité, que ce sont deux problématiques différentes. Comment se constituer un peuplement et comment, au fond, quelles sont éventuellement les filiations en termes de peuplement. Et après tout, d'autres exemples encore plus proches, le patrimoine génétique des Antillais est probablement à 70% africain. Ils sont francophones, créolophones, francophones, etc. La langue, vraiment, il faut vraiment avoir à l'esprit ça parce que, au fond, dans l'histoire du monde, des diffusions de langues, des adoptions, des assimilations linguistiques sont innombrables dans tous les sens. On peut douter que le patrimoine génétique de la France ait été radicalement modifié par la conquête romaine. Il y a sans doute une influence, mais probablement très minime. Pourtant, le peuplement a adopté le latin qui nous donne le français. Donc cette question est absolument fondamentale. On ne peut pas inférer de façon mécanique d'une origine de la formation d'un peuplement à l'origine de la langue. Ça peut correspondre, ça peut y avoir homogénéité comme il peut y avoir disjonction totale.
c'est vrai, ce qui est vrai d'ailleurs de la langue est vrai de la culture. Hein. Après tout, la culture au sens large du terme, hein. Après tout, si on considère la langue comme un fait de culture, hein, tout circule. Hein. Les religions, après tout, les peuples de langue indo-européenne ont adopté des religions d'origine sémitique, et ainsi de suite. Hein. Et vous avez des peuples de langue indo-européenne qui ont adopté l'islam, qui ont adopté le christianisme, qui est une religion née dans le monde sémitique, hein, etc. Bon, donc c'est un petit peu les mêmes types de... Il faut avoir à l'esprit cette capacité de diffusion des faits culturels, et notamment de la langue, pour ramener un petit peu les choses, relativiser un petit peu ce que nous savons. Hein. Au fond, même si on arrivait à établir clairement l'origine d'un peuplement, hein, un mouvement de population, ça n'implique pas nécessairement qu'il y ait en parallèle, hein, qu'on puisse en inférer des choses identiques pour la langue. Hein. Ce sont deux démonstrations, deux phénomènes à étudier de manière distincte et avec leurs outils propres. Alors, maintenant, au-delà des thèses comme ça, affirmées par les uns et par les autres, que sait-on vraiment? Alors, on va faire une toute petite synthèse, une toute petite mise au point sur... je ne suis pas un spécialiste, enfin je côtoie beaucoup ce monde-là. Donc que sait-on de l'origine du peuplement de l'Afrique du Nord, hein? Donc on va faire un tout petit excursus du côté de la préhistoire avant de revenir au cœur de notre problème, hein, en tout cas de nos compétences, les questions de langue. Alors pour être très simple, en fait, si on regarde du côté des préhistoriens, des données à peu près acquises, en dehors des convictions d'auteurs que j'évoquais tout à l'heure, aucune des deux thèses, c'est-à-dire d'une origine d'un peuplement qui serait venu du Proche ou Moyen-Orient ou de l'Afrique de l'Est, n'est étayée par des arguments établis. On est vraiment au niveau de thèses qu'on peut considérer comme vraiment gratuites. Pendant longtemps, donc, on a, du côté des préhistoriens, et c'était en particulier la position de Gabriel Camps pendant très longtemps, spécialiste donc de la préhistoire de l'Afrique du Nord, on a pensé avoir des indices objectifs, clairs, d'une origine extérieure du peuplement berbère, et probablement l'a même été, moi-même j'ai écrit ce genre de choses il y a une trentaine d'années, on est allé jusqu'à penser qu'on touchait du doigt peut-être une origine extérieure du peuplement, et probablement que ce peuplement a pu être porteur de cette proto-langue, hein, venue du Proche ou Moyen-Orient. Alors, quelle était cette thèse? C'est la thèse qu'on appelait la thèse capsienne. Si on remonte vers, si on fait un bond en arrière de 10 000 ans à peu près, donc vers moins 8 000, en Afrique du Nord, on a bon. Alors, j'ai proposé d'intervenir sur ce sujet, surtout parce que ça s'inscrivait, bon, il y a effectivement des éléments éventuellement innovants, enfin de nouveaux, dans la recherche, que ce soit du côté des préhistoriens ou des linguistes, mais aussi parce que elle s'inscrivait, sur ce sujet, une intervention, disons, s'inscrivait dans la lignée de au moins deux autres interventions que j'ai faites récemment au cours de la dernière année sur des questions de linguistique historique, de diachronie du berbère. Hein. C'est sûr que
Ça peut paraître un peu déconnecté de l'actualité, du monde contemporain. J'aurais pu aussi tout à fait vous parler des Berbères de Libye, par exemple, qui était une actualité plus chaude, et je viens avec Massine, qui doit se trouver, qui devrait venir déterminer un article sur le sujet, apparaître très prochainement. Vous verrez que d'une certaine façon, ça n'est pas ce sujet, cette interrogation sur les origines n'est pas aussi déconnecté qu'il n'y paraît si ce n'est de problématiques, en tout cas de questions assez contemporaines. En tout cas, elle recoupe, comme vous le savez, vous vous en doutez tous, des problèmes idéologiques, des problèmes, je dirais, assez chaud disons, du monde contemporain. Ce n'est pas, même si ça nous renvoie à plusieurs millénaires, voire des dizaines de millénaires en arrière, ces questions-là, elles font partie du champ des débats qui sont parfois extrêmement animés et vifs, parce qu'évidemment, elles ont des connexions, des implications, des liens avec les débats idéologiques. La science ne se déploie pas. Même sur des questions très, très techniques, elle ne se déploie jamais dans je dirais, un univers aseptisé, hors du temps et des sociétés. Même les questions les plus... Et je dirais d'ailleurs, j'insisterai assez lourdement, au-delà des données factuelles, des éléments d'information, des débats actuels sur lesquels donc je reviendrai, j'insisterai quand même, comme je l'ai fait au cours des précédentes interventions, sur des aspects, je dirais, plus méthodologique, voire épistémologique. Au fond, pourquoi on dit ça? D'où vient cette thèse? Qu'est-ce qui la motive? Par quel cheminement? Quelle détermination? On s'aperçoit que très souvent, effectivement, y compris dans des secteurs qui peuvent paraître extraordinairement techniques, érudits, comme la linguistique historique, par exemple, et comparée, notamment cette question de parenté linguistique, eh bien, qui est peut-être le cœur le plus érudit de la linguistique, eh bien, même dans ces secteurs-là, en réalité, dès qu'on creuse, on voit qu'il y a beaucoup d'a priori, beaucoup d'idées toutes faites, beaucoup de déterminations idéologiques, et beaucoup d'approximations aussi, finalement, parce que dès que le savant sort du champ d'application de son érudition stricte, au fond, il est comme tout le monde. Il véhicule des tas d'idées toutes faites, on ne sait pas d'où elles viennent, qui sont... et il est important de les interroger. Pourquoi on dit ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui permet? Et là, de ce point de vue-là, j'attire votre attention sur ce genre de sujet, comme sur tous, sur la nécessité impérative je dirais, d'éviter en tout cas d'interroger, de questionner sans ménagement toujours l'argument d'autorité. Les choses ne tombent. Il y a l'autorité, je dirais, scientifique n'est pas un argument de validation. Chaque thèse, chaque énoncé doit être précisément validé, justifié. Ce n'est pas parce que X ou Y a produit ou occupe une position éminente dans le champ académique que ce qu'il dit est nécessairement argumenté, motivé, explicitement, expressément. Mais en tout cas, ce n'est pas une raison pour considérer que ce sont des questions acquises. Pour prendre un exemple qui nous concerne directement, ce n'est pas parce que M. Ibn Khaldoun est un très grand homme, un très grand historien ou sociologue et historien, que dont l'importance est reconnue par tout le monde, que ce qu'il écrit n'est pas questionnable, interrogeable et ne doit pas être remis dans son contexte. Ces thèses, non, comme toute thèse, doit être relativisée, contextualisée et soumise à critique. C'est un petit peu, je crois, le fil conducteur de toutes mes interventions antérieures, et c'est un petit peu ce que je vais essayer de conserver comme approche, y compris donc lorsqu'on parlera des questions très très précises, très techniques.
Alors, cette question des origines, alors, bon, évidemment, cette question des origines berbères a fait couler beaucoup d'encre depuis très longtemps, je dirais presque depuis l'Antiquité, puisque vous savez déjà que les sources antiques, latines en particulier, puis les sources arabes et aussi des sources hébraïques, puisqu'on a une documentation beaucoup plus précise sur ces questions-là, toutes sortes de thèses ont été évoquées depuis donc au moins Salluste jusqu'à la période contemporaine. Et première observation, cette question des origines berbères, effectivement, comme disait Gabriel Camps il y a très longtemps, il y a plus de 30 ans, il y a peu de régions dont on n'a pas fait venir, on n'a pas essayé de faire venir les Berbères et leur langue. Au fond, quand on voit un peu toutes ces théories depuis Salluste, ça va des Mèdes, de la Perse, des Cananéens, des Gaulois, des Germains, de ce que vous voulez. On peut rencontrer absolument toutes les thèses dans la littérature, si on est un petit peu large, bien entendu. Et même dans le champ scientifique, disons contemporain, les thèses sont diverses. Et cette diversité, je dirais, en elle-même, cette récurrence, cette permanence et cette diversité des thèses sur l'origine des Berbères est en elle-même, je dirais, déjà doit être interrogée. Pourquoi est-ce qu'on s'inquiète tant c'est un peu bizarre, cette question récurrente et permanente. C'est bien de façon, je crois, très évidente, parce que déjà, de manière tout à fait immédiate, il faut se poser la question d'où viennent ces thèses. Ces thèses sont toujours des thèses exogènes. Un problème fondamental, ce sont toujours des thèses exogènes. Ce ne sont pas des thèses qui émanent de la société, de la tradition, de la culture berbère. Ce sont des thèses latines, ce sont des thèses ce que vous voulez, des auteurs latins, des auteurs arabes, des auteurs occidentaux du XIXe siècle, des auteurs, etc. Mais la société berbère elle-même n'a jamais produit de théorie explicite, en tout cas, quant à ces théories. Et quand on a rappelé ça, déjà, ça amène à une certaine... Ça impose une certaine nécessité de distanciation, parce que source exogène, ça veut dire effectivement, si on se cale par rapport à l'histoire de l'Afrique du Nord, évidemment, pour l'essentiel, des sources émanant de personnes qui appartenaient non pas aux sociétés berbères, mais aux sociétés dominantes, aux sociétés conquérantes, latin, grec, ce que vous voudrez, jusqu'aux périodes contemporaines, où toutes ces théories nous viennent en gros de la période coloniale au XIXe siècle, et puis, etc. C'est-à-dire que cette litanie de thèses sur les origines extrêmement diverses, au fond, on peut déjà se demander si elle n'a pas certains éléments de détermination idéologique et historique extrêmement forts, qui est que les conquérants, les puissances dominantes en Afrique du Nord ont eu besoin de se poser, d'émettre des théories sur les origines, et qu'on en voit précisément depuis l'Antiquité le contenu concret, on s'aperçoit que d'une certaine façon, ça concourt toujours, directement ou indirectement, à une forme de légitimation de la domination étrangère. Au fond, tous ces discours parascientifiques, on commencera par eux, aboutissent tous à la même thèse. Les Berbères viennent d'ailleurs, d'origine africaine aussi. L'idée étant, alors quels arguments est-ce qu'on a pour défendre cette idée d'une origine plutôt centre-est africain, quelque part avec des localisations qui peuvent varier selon les auteurs, selon les thèses. C'est d'abord un argument purement géographique. Cette grande famille linguistique comporte au minimum 5 branches, peut-être 6 branches, peut-être d'autres encore. Le berbère, l'égyptien ancien, le sémitique, le couchitique et le tchadique.
langue dont le principal représentant connu parmi les langues contemporaines est le Hausa. Au moins, et certains spécialistes parlent d'une sixième branche qui est elle aussi africaine, l'omotique. Bon, enfin, ça c'est plus délicat. Donc, sur ces 5 branches de cette macro-famille linguistique, afro-asiatique, eh bien, 4 sont africaines. 4 sont africaines et une seule est non africaine, asiatique, au sens très large du terme. Et donc, là, on y a vu l'idée que le centre de gravité de cette famille linguistique serait plutôt en Afrique qu'au Moyen-Orient. Disons que l'idée est qu'on peut expliquer plus facilement la présence du sémitique au Proche et Moyen-Orient comme une expansion d'un noyau africain que l'inverse. Bon, mais enfin, c'est un argument qui est souvent avancé. Ça ne me paraît pas extrêmement convaincant. L'autre argument, alors qui va du côté de la préhistoire, on le trouve surtout chez les préhistoriens, mais les linguistes y font souvent allusion, c'est qu'effectivement l'Afrique de l'Est a aussi été un pôle de néolithisation. C'est-à-dire que la révolution néolithique, en particulier l'élevage, est apparue aussi à date très haute. C'est des choses qui situent les premières traces de néolithisation de cette révolution économique, si vous voulez, des sociétés préhistoriques. Bon, les plus anciennes formes se situent vers moins 10 000, plus ou moins un millénaire, ça varie un peu. On a des formes disons des traces de néolithisation très anciennes en Afrique de l'Est. Et donc, ces 2 arguments, l'argument géographique, c'est-à-dire que le gros morceau de l'afro-asiatique se situe plutôt en Afrique et donc il serait plus facile d'expliquer le sémitique comme une expansion, comme un pseudopode particulier de genre que l'inverse, et donc une néolithisation aussi très ancienne. Mais vous voyez là aussi qu'on c'est très amusant d'ailleurs, parce que ce soit les préhistoriens, que ce soit les linguistes, dès qu'on sort du strict domaine de nos compétences techniques, si vous voulez, au fond, nos arguments et nos thèses, on s'aperçoit qu'elles reposent sur des choses assez fragiles, qui sont plus des convictions, parce que l'argument qui consiste à dire il y a 5 pôles, il y a 5 branches de la famille afro-asiatique, il y en a une qui est au Proche et au Moyen-Orient, toutes les autres sont en Afrique. Oui, bon, est-ce que c'est un argument bien solide? Après tout, quand on voit, par exemple, les capacités d'expansion des langues et des phénomènes culturels, parfois parfaitement bien documentés, rien n'exclut qu'à partir d'un point relativement petit, les choses aillent très très loin et occupent regardez l'expansion de l'anglais dans le monde contemporain depuis la conquête des Amériques. Après tout, l'anglais était une très très petite chose qui occupait les îles britanniques et qui se retrouve, je ne parle même pas de sa fonction de langue véhiculaire internationale, mais simplement comme langue parlée vraiment par des gens, comme langue maternelle, comme langue vernaculaire, l'Amérique du Nord, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Donc je trouve ce type d'argument un petit peu fragile, et qui montre bien que dès qu'on sort un peu des questions vraiment de reconstruction, de linguistique historique, etc., ou pour les préhistoriens d'archéologie préhistorique, au fond, les thèses s'appuient sur des choses assez fragiles, qui sont plus des convictions, comme ça, que des arguments extrêmement forts. Alors, voilà un petit peu le canevas général de la situation, mais déjà vous remarquez que globalement, si on replace le berbère dans cette alternative, de toute façon, pour tout le monde, le berbère et les berbères viennent d'ailleurs. On ne sait pas pourquoi, mais c'est une espèce de postulat. Là aussi, on y reviendra. Alors, voilà un peu le cadre général. Alors, avant d'aller discuter plus précisément,
je crois qu'il est absolument indispensable de rappeler, de faire un certain nombre de mises au point méthodologiques, mais plus fondamentales aussi que de simples méthodes. D'abord, comme je vous l'ai dit, on peut quand même suspecter beaucoup de déterminations conscientes ou inconscientes à caractère idéologique dans ces thèses. Au fond, ça peut être bénin. Bon, par exemple, on peut tout à fait suspecter les théoriciens de l'afro-asiatique, au fond, là aussi, de projeter, d'être dans une logique de projection de phénomènes sur des périodes inopportunes en quelque sorte. Au fond, on sait bien que l'Afrique de l'Est est probablement le berceau de l'humanité et probablement d'Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire de l'être humain que nous sommes, hein, des formes les plus récentes de l'humanité. À partir de là, au fond, on peut se demander si cette hypothèse est africaine et ne repose pas sur cette conviction que tout s'est passé là, hein, quelque part, hein, même des phénomènes beaucoup plus récents en réalité. Hein, vous voyez, un petit peu comme tout à l'heure pour les sémitisants, l'idée que le Moyen-Orient étant à la source des civilités, beaucoup des éléments de civilisation sur lesquels nous vivons encore, hein, tout se serait passé là. Hein, bon, mais on n'approfondira pas cette question, on y reviendra éventuellement. Mais essayons de développer un petit peu une approche de critique scientifique précise de ces thèses d'abord. D'abord, ces questions d'origine, il est tout à fait important d'avoir bien à l'esprit leur caractère parfaitement relatif, hein, et la nécessité d'une prudence extrême. Pourquoi? Parce que au fond, on peut aller même jusqu'à dire qu'est-ce que ça signifie, hein, l'origine des Berbères, l'origine d'un groupe humain culturellement déterminé, qu'est-ce que ça peut bien signifier? Surtout dans le cas de l'Afrique du Nord, dont on sait que c'est un lieu de passage permanent depuis des millénaires. Et de toute façon, c'est une notion, même si on admettait une certaine stabilité, une certaine continuité humaine, etc., de toute façon, ces notions doivent être manipulées dans un esprit de parfaite relativité. L'origine, il y a toujours quelque chose avant, hein, même si on identifie, par exemple, un berceau, si on se met d'accord sur un berceau primitif des langues afro-asiatiques ou indo-européennes, etc., et avant, hein, ce sont des identifications qui nous ramènent à moins 10 000, moins 15 000, moins 20 000 ans maximum. Or, l'homme existait bien avant. Hein. Homo sapiens, hein, nous ramène à plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers d'années avant. Le langage humain, pour se limiter à l'aspect linguistique, existe aussi très probablement dès Homo sapiens sapiens, hein, donc ça nous ramène à des périodes très anciennes. Donc même si on arrive à dire, à constituer par exemple une famille indo-européenne, à localiser un berceau primitif, de toute façon il y a une histoire avant. Hein, cette notion d'origine est par définition relative. Hein. Et d'une certaine façon, si on pousse les choses jusqu'à leur extrême, si on adhère à la thèse de la monogénèse de l'espèce humaine, l'origine, de toute façon, elle est la même pour tous. Donc, il faut bien voir que ce que nous pouvons reconstruire